Je suis rentrée plus tôt pour faire une surprise à mon mari, mais derrière la porte de notre chambre, je l'ai surpris avec notre femme de ménage. Alors que j'allais entrer et tout faire éclater, ma mère m'a brusquement retenue. « Calme-toi, attends demain. Le véritable spectacle ne fait que commencer. » Cette nuit-là, Paris ne ressemblait en rien à la ville vibrante et romantique que les gens ont coutume de célébrer. Elle était enveloppée d'un manteau lourd et sombre, détrempé et lugubre. Une averse de début d'été s'était abattue soudainement avec force et presque avec fureur, fouettant sauvagement de ses rafales d'eau froide les fenêtres d'une luxueuse villa située dans un quartier résidentiel tranquille de la haute bourgeoisie. Le 16e arrondissement. Je m'appelle Isabelle. Assise sur la banquette arrière de la voiture, la tête appuyée contre la vitre, je me sentais épuisée en observant les longs filets de pluie tomber comme des larmes. Un voyage d'affaires urgent à Lyon s'était terminé plus tôt que prévu. Désireuse de retrouver mon mari et la chaleur de mon foyer, j'avais pris un vol de nuit pour rentrer à Paris sans prévenir. Je voulais lui faire une petite surprise. Mon mari, Alexandre, travaillait probablement à cette heure dans son bureau ou peut-être s'était-il déjà endormi. Je pensais à son beau visage, à son sourire chaleureux et à ses bras forts. Une douce sensation s'insinua délicatement dans mon cœur fatigué. 10 ans. Nous avions passé 10 ans ensemble depuis que j'étais une jeune diplômée et une simple nouvelle employée dans l'entreprise de mon père, tandis que lui était déjà un chef compétent de l'équipe de vente. Notre amour avait culminé en un mariage heureux, une histoire que nos amis considéraient comme un conte de fées. Alexandre n'était pas seulement un mari parfait, mais aussi le solide bras droit qui avait pris sur ses épaules tout le poids du gigantesque groupe, Bâtiment Durand, après que mon père nous eût quittés soudainement. Pour moi, il était mon monde entier, mon ciel, le seul pilier sur lequel je pouvais m'appuyer. Le taxi s'arrêta devant le portail familier en fer forgé. Avec un léger sourire, je payai le chauffeur et, en faisant attention à ne pas faire de bruit, j'ouvris le portail. Toute la villa était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une faible lumière jaune qui filtrait du salon. Ma mère, Madame Catherine, dormait probablement. Elle avait l'habitude de toujours laisser une lumière allumée pour ceux qui rentraient tard. Notre chambre au premier étage était sombre. Mon cœur, qui débordait d'attente, ressentit une légère déception. Il doit sûrement dormir profondément, pensai-je. Je montai avec précaution les marches en bois, le cœur battant fort d'émotion. Mon plan était de me glisser furtivement dans la chambre, de l'enlacer par derrière et de lui donner un baiser surprise. Mais juste au moment où ma main toucha la poignée froide de la porte de la chambre, une étrange inquiétude s'empara de moi. La porte n'était pas verrouillée et, à travers l'entrebâillement, filtraient des sons de l'intérieur, des sons que je n'aurais jamais pu oublier. Ce n'était pas le ronflement rythmé d'Alexandre. C'étaient des gémissements étouffés, des respirations haletantes chargées de luxure et le son explicite de la chair claquant contre la chair. Dégoûtant. Mon cœur se sentit comme si une main invisible l'étreignait, et le sang dans tout mon corps sembla se figer. Je commençai à trembler, non pas de froid, mais parce qu'une vérité effrayante, comme un monstre horrible, se révélait lentement à travers la fente étroite. La faible lueur d'une lampe de chevet éclairait notre lit conjugal, et juste là, sur le lit où je dormais chaque nuit, sur les draps blancs que j'avais moi-même choisis, 2 corps étaient enlacés. Même si je ne pouvais voir que son dos, l'homme à la carrure familière et robuste était mon mari, Alexandre, et la femme qui gisait sous lui, avec ses longs cheveux épars, n'était autre que Lucie, la jeune fille de 20 ans que j'avais engagée par une agence et que j'aimais comme une petite sœur. Je sentis le monde s'écrouler autour de moi. Tout l'air fut aspiré de ma poitrine, mes oreilles devinrent sourdes. Je n'entendais que les battements de mon cœur qui résonnaient comme un tambour de guerre. Douleur, une douleur si intense que je sentais mon cœur se briser en deux. C'était comme si des milliers d'aiguilles me poignardaient simultanément le cœur saignant. La trahison venait de l'homme que j'aimais le plus et de la jeune femme que j'avais chérie de tout mon être. Le sourire innocent de Lucie, son apparence naïve et les douces paroles d'amour qu'Alexandre me murmurait chaque matin refirent surface dans mon esprit comme un film muet chargé d'ironie. C'était une pièce de théâtre maladroite dont seule moi, la stupide, n'avais rien remarqué. La jalousie et la colère explosèrent en moi comme un volcan. Je voulais me précipiter à l'intérieur. Je voulais crier. Je voulais mettre en pièces ces 2 êtres méprisables. Je serrai les poings, mes ongles s'enfonçant dans ma chair jusqu'au sang. J'étais sur le point de perdre le contrôle. Je devais les prendre en flagrant délit et montrer au monde entier leur vrai visage. Mais juste au moment où j'allais défoncer la porte, une main étrangement chaude mais ferme m'attrapa le poignet et me tira en arrière. Je me retournai brusquement. C'était ma mère.
Depuis combien de temps était-elle là? Madame Catherine, vêtue d'un pyjama en soie, le visage bienveillant de ma mère paraissait effroyablement calme sous la faible lumière. Ses yeux ne me regardaient pas, mais étaient fixés sur l'entrebâillement de la porte, où la scène sordide se poursuivait. Dans son regard, au lieu de la surprise ou de la même douleur que je ressentais, je vis une froideur tranchante et acérée comme une lame de rasoir. Elle porta son index à ses lèvres, m'indiquant de faire silence, puis se pencha vers mon oreille. Sa voix n'était qu'un murmure, mais chaque mot était clair et ferme, comme un ordre inébranlable. « Calme-toi, je savais déjà tout. Ne fais pas de scène maintenant. Viens avec moi dans ma chambre. Demain, j'ai un spectacle très amusant à te montrer. » Ces paroles furent comme un seau d'eau glacée sur ma tête enfiévrée. Un spectacle amusant? En ce moment de tourmente, alors que mon cœur était en miettes, comment ma mère pouvait-elle penser à un spectacle amusant? Mais sa main serrait fermement la mienne, me transmettant une force silencieuse qui me contraignit à obéir. Elle m'entraîna en silence hors de ce couloir de péché, tandis que les sons obscènes continuaient de résonner derrière moi. Chaque pas était un coup de poignard dans mon âme. Cette nuit-là, allongée dans le lit de la chambre de ma mère, je fixais le plafond. Elle ne dit rien de plus. Elle me prépara juste une tasse de tisane et s'assit à côté de moi. Sa main chaude me caressait doucement les cheveux, mais mon esprit était un enfer. De quel spectacle parlait-elle? Pourquoi était-elle si calme? Et serais-je assez forte pour jouer le rôle de l'épouse ignorante jusqu'à ce que le rideau de ce secret tombe? La nuit se passa dans un silence spectral. Le bruit de la pluie à l'extérieur s'était calmé, ne laissant que le goutte rythmé des gouttes tombant de la gouttière sur la cour pavée. Cela ressemblait à une horloge qui comptait à rebours jusqu'au jour du jugement. Je pus fermer l'œil. Mon corps était épuisé et mon esprit hébété, mais mes yeux restaient ouverts, fixant le vide. L'image dégoûtante que j'avais vue dans mon lit conjugal se répétait dans ma tête comme un film de torture. Chaque fois qu'elle refaisait surface, un couteau invisible s'enfonçait et élargissait la blessure dans mon cœur autrefois intacte. J'essayais de respirer profondément pour retrouver mon calme, mais l'air dans ma poitrine semblait dense, douloureusement bloqué, comme si quelqu'un m'étranglait. Ma mère, Madame Catherine, était toujours assise à côté du lit, sans dire un mot. Elle me tenait simplement la main froide. La chaleur de sa main n'était pas suffisante pour dégeler mon âme glacée, mais c'était comme une corde qui m'empêchait de sombrer complètement dans l'abîme de la folie et du désespoir. Je savais déjà tout. Ces paroles résonnaient dans ma tête. Depuis quand le savait-elle? Combien de fois avait-elle assisté à cette scène? Pourquoi avait-elle gardé le silence? Des milliers de questions assaillaient mon esprit, et la douleur initiale se transforma progressivement en une peur confuse. La sérénité de ma mère m'effrayait, le spectacle amusant qu'elle avait promis m'effrayait. Finalement, l'aube arriva. Elle n'était pas lumineuse et chaude, mais grise et maussade comme mon cœur. La faible lumière qui filtrait à travers les rideaux illumina mon visage fatigué et émacié dans le miroir. J'avais les yeux gonflés et des cernes. J'avais l'air misérable, comme quelqu'un qui a perdu une bataille à laquelle il ne savait même pas qu'il participait. « Lève-toi, lave ton visage et descends prendre ton petit déjeuner. Tu dois agir comme si rien ne s'était passé, compris ?» La voix de ma mère vint de la porte. Elle était toujours douce, mais avec une fermeté qui n'admettait aucune réplique. Agir comme si de rien n'était. Comment pouvais-je agir comme si de rien n'était? Comment pouvais-je m'asseoir en face de l'homme qui m'avait poignardé mortellement dans le dos? Comment pouvais-je faire face à la personne qui m'avait transformée en la sotte la plus pathétique du monde? Je voulais crier. Je voulais détruire cette maison, fuir ce foyer entaché de fausseté. Mais en voyant le regard de ma mère, un regard sévère mais qui cachait une profonde douleur, je ne pus rien dire. Je me mordis la lèvre jusqu'au sang et hochai la tête sans expression. Je descendis dans la salle à manger comme un cadavre sans âme. L'arôme du café fraîchement préparé, l'odeur du pain grillé, des parfums familiers qui chaque matin me rendaient heureuse, me donnaient maintenant la nausée. Alexandre était déjà assis à table, encore dans son pyjama en soie haut de gamme, les cheveux parfaitement coiffés. Il leva la tête en me voyant et m'adressa un sourire radieux. Ce sourire qui m'avait autrefois enchanté me paraissait maintenant dégoûtant jusqu'à la moelle. « Quand es-tu arrivé ?» Sans prévenir. Le voyage d'affaires a été difficile. Il se leva pour m'embrasser. Sa voix était affectueuse et tendre, comme si absolument rien ne s'était passé. Je restai raide dans ses bras. Son parfum masculin familier se mêlait à l'arôme inconnu d'une autre femme. Cette odeur, encore imprégnée sur son corps, blessa mon odorat et me retourna l'estomac. Je retins l'envie de vomir et forçai un sourire. « Je voulais te faire une surprise. »
Je suis arrivée très tard et je ne voulais pas te déranger. Je pensais que tu dormais. Chaque mot que je prononçais était comme une épine qui me griffait la gorge. Jouer la comédie. Je devais jouer la comédie. Je devais interpréter le rôle de l'épouse heureuse et ignorante. Serait-ce la première scène de la pièce de ma mère? Tu m'as vraiment surpris. Tu m'as tellement manqué, murmura-t-il à mon oreille avant de m'embrasser sur le front. Un baiser froid et sale. Je frissonnais et le repoussais doucement. Je vais me laver le visage. Je suis très fatiguée du voyage. J'inventai une excuse pour échapper à son étreinte hypocrite et courus dans la salle de bain. J'ouvris le robinet au maximum. Je pris une poignée d'eau froide et me la jetai au visage avec force. Je voulais laver cette sensation immonde. Je voulais me rafraîchir les idées. Je me regardai dans le miroir et vis une parfaite inconnue, une femme aux yeux pleins de haine et de douleur. « Tu dois y arriver, me dis-je. Tu dois interpréter ce rôle à la perfection. » Quand je revins à table, Lucie entra avec une assiette d'œufs sur le plat fraîchement préparé, vêtue de son impeccable uniforme de domestique, les cheveux rassemblés en une tresse qui lui donnait un air innocent. Elle me fit une courbette et dit à voix basse « Madame est déjà arrivée. Prenez votre petit déjeuner tant que c'est chaud. » Elle paraissait encore timide et naïve, mais maintenant, sous cette façade, je voyais une vipère qui se moquait de ma stupidité. Je vis la faible marque rouge qui était encore restée sur son cou, un résidu d'une nuit de frénésie. La colère explosa de nouveau. Je voulais renverser la table, lui jeter les œufs chauds au visage, mais le regard de ma mère de l'autre côté m'arrêta à temps. Elle me lança un regard froid d'avertissement. Je respirais profondément et ravalais de force le nœud amer que j'avais dans la gorge. « Merci, tu as fait du bon travail », dis-je d'une voix si sereine que j'en fus surprise moi-même. C'est ainsi que commença le petit déjeuner le plus horrible de ma vie. Alexandre continuait de feindre d'être le mari exemplaire. Il me servait à manger, me posait des questions sur mon voyage d'affaires, racontait des blagues sans grâce. Lucie restait sur le côté pour servir, et de temps en temps, jetait un regard furtif à Alexandre, un regard chargé de sens que je n'aurais jamais remarqué auparavant. Et ma mère, si tranquille, savourait son petit déjeuner, intervenant de temps à autre avec quelques conversations banales. Eux trois, le traître, la garce et la mère mystérieuse, créaient une pièce de théâtre parfaite. Seule moi était la spectatrice forcée, la victime, qui de plus devait interpréter un rôle dans sa propre tragédie. Je ne pus toucher à la nourriture, tout dans ma bouche était amer. Je bus seulement un verre de jus d'orange, essayant de ne pas montrer mon étrangeté. « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as mauvaise mine. Veux-tu qu'on aille chez le médecin ?» demanda Alexandre en feignant de nouveau de s'inquiéter. « Je vais bien, chérie. Ce doit être la fatigue du vol. Je vais monter me reposer un peu dans la chambre et ça passera. » Je n'en pouvais plus et me levai précipitamment. « Lucie, prépare un thé au gingembre avec du miel pour Madame Isabelle et apporte-le lui dans sa chambre, » dit soudain ma mère. Sa voix était toujours sereine. Lucie répondit par un docile « Oui, madame. » Je regardai ma mère, mais je ne compris pas ses intentions. Pourquoi Lucie? Pourquoi lui demander de m'apporter le thé? N'était-ce pas leur donner, à elle et à Alexandre, une opportunité? Mais je n'osais pas demander. Je montai simplement au premier étage en silence, le cœur rempli de tristesse, de doute et de peur. Dès que la porte de la chambre se ferma, je faillis m'effondrer. Cette pièce, qui fut autrefois mon paradis heureux, maintenant chaque objet semblait se moquer de moi. Le lit conjugal, l'armoire, la coiffeuse, tout était témoin d'un mensonge. Je me laissai tomber par terre, pris ma tête dans mes mains et essayai de mettre de l'ordre dans mes pensées chaotiques. Quelle était la pièce de ma mère? Pourquoi me faisait-elle endurer cette torture? Mon silence ne cautionnait-il pas leurs péchés, les rendant encore plus arrogants? Et ce spectacle amusant existait-il vraiment? Ou était-ce juste une parole de réconfort pour me calmer et éviter que je ne gâche tout? La porte s'ouvrit légèrement. C'était Lucie. Elle entra avec un plateau contenant le thé au gingembre, toujours avec ce visage soumis. Mais dès que la porte se ferma, le sourire sur son visage changea étrangement. Il y avait une touche de défi et d'autosatisfaction. Elle posa le thé sur la table et versa volontairement un peu sur le pyjama en soie que je portais. « Oh, excusez-moi, madame, que je suis maladroite. » s'excusa-t-elle à plusieurs reprises, mais dans son regard, il n'y avait aucune trace de repentir. Je savais qu'elle l'avait fait exprès pour me provoquer. Je serrai les poings, mais je me souvins à nouveau des paroles de ma mère. « Calme-toi. » Je respirai profondément et esquissai un sourire qui était plus horrible que des pleurs. « Ne t'inquiète pas, Lucie, c'est juste un peu d'eau. » Mais elle ne le savait pas. À cet instant précis, je vis quelque chose qu'elle avait délibérément révélé.
À son poignet, elle portait un bracelet en argent avec un trèfle à 4 feuilles. Ce bracelet était celui qu'Alexandre m'avait dit m'avoir acheté comme cadeau d'anniversaire le mois dernier, mais qu'il avait prétendument perdu lors d'un voyage d'affaires. Tout devint trop clair. Ma mère non seulement le savait, mais elle semblait avoir tout prévu. Et cette pièce pouvait être un plan beaucoup plus complexe et terrifiant que je ne l'avais imaginé. Le thé au gingembre continuait de fumer sur la table, mais je ne pus le boire. Sa saveur, le mélange du piquant du gingembre avec la douceur du miel, était comme mon mariage, apparemment chaleureux et doux, mais à l'intérieur, un mensonge amèrement cruel. Lucie sortit de la pièce, me laissant seule avec mon pyjama en soie tachée et mon cœur en miettes. Le bracelet en argent avec le trèfle à 4 feuilles qui brillait à son poignet continuait de clignoter dans mon esprit. C'était une preuve flagrante et cruelle de la trahison d'Alexandre. Il ne lui avait pas seulement donné son corps, mais aussi les cadeaux et les mensonges qui auraient dû m'être destinés. Je me laissai tomber sur le doux tapis de laine, le dos appuyé contre le lit. La sensation du sol froid s'infiltra à travers mes vêtements jusqu'à ma peau. Cette chambre, qui fut autrefois mon refuge, l'endroit où je me sentais le plus en sécurité, était maintenant devenue une prison invisible qui m'enfermait dans les souvenirs d'un faux bonheur. Je fermai les yeux, et les souvenirs m'envahirent comme une inondation incontrôlable. Il y a 10 ans, j'étais Isabelle Durand, la fille unique du président de Bâtiment Durand, une jeune femme élevée dans le coton qui n'avait jamais connu les difficultés de la vie. À l'époque, mon monde était rempli de livres, d'amis et de croquis d'architecture de rêve. Je rencontrai Alexandre à la fête de fin d'année de l'entreprise. À cette époque, il était un jeune chef des ventes qui avait gravi les échelons uniquement grâce à son talent, sans relation ni parrain. Il était différent des jeunes riches et oisifs qui m'entouraient. Il avait une apparence raffinée, une attitude assurée et surtout des yeux intelligents qui cachaient une forte ambition et une grande détermination. Il m'aborda non pas avec des phrases toutes faites, mais en me parlant de bâtiments de renommée mondiale et des philosophies architecturales qui me fascinaient. Il me vit comme une femme amatrice d'art, non comme la fille du président. Mon cœur naïf vacilla dès notre première rencontre. Alexandre me courtisa avec persévérance et délicatesse. Il ne m'offrait pas d'objets coûteux, mais des livres d'architecture rares qu'il s'efforçait de trouver. Nous passions des après-midi à nous promener parmi les bâtiments historiques de Paris et des nuits entières à dessiner des idées extravagantes. Il me séduisit par son intelligence, sa compréhension et un amour qui semblait très sincère. Mon père, qui avait vécu toute sa vie dans le monde des affaires, était un peu hésitant au début. Il avait un excellent flair pour juger les gens. Il vit dans les yeux d'Alexandre une flamme d'ambition trop grande. Isabelle, Alexandre est un homme capable, très capable. Mais les personnes trop capables et ambitieuses ne sont souvent pas de bons maris. Réfléchis bien, me dit-il un après-midi alors que nous prenions le thé dans le jardin. Mais à ce moment-là, j'étais trop aveuglée par l'amour. Je m'opposais à mon père, l'accusais d'être trop méfiant et lui assurais qu'Alexandre était le meilleur homme du monde. Voyant la détermination de sa fille, mon père céda finalement, soupira et dit quelque chose dont je ne comprends le sens que maintenant. Bien, j'espère seulement que ton jugement sur les gens est erroné cette fois-ci. Notre mariage fut grandiose et attira l'attention de tout le cercle entrepreneurial de Paris. Alexandre passa du statut de simple employé à celui de gendre du président de Bâtiment Durand. Il travailla très dur, se consacra corps et âme à l'entreprise. Il aida mon père à conclure de nombreux contrats importants et à étendre le marché, portant Bâtiment Durand à un nouveau niveau. Peu à peu, mon père lui fit confiance et lui confia des postes de plus en plus importants. Tout le monde me louait pour mon bon flair, pour avoir trouvé un mari compétent et qui aimait sa femme. Je vécus dans ce bonheur et cette fierté pendant de nombreuses années. Il y a 2 ans, mon père mourut d'une crise cardiaque soudaine. Ce fut le plus grand choc de ma vie. Je sentis que mon monde s'écroulait, et ce fut Alexandre qui resta à mes côtés pendant ces jours sombres. Il s'occupa des funérailles, m'aida à rester debout, et, plus important encore, il prit sur ses épaules tout le groupe en crise. Je lui accordai ma confiance absolue. Je le nommai vice-président pour qu'il s'occupe de toutes les affaires en mon nom. Je pensais que le ciel m'avait enlevé mon père bien-aimé, mais m'avait laissé un mari merveilleux. Mais je me trompais. Tout cela n'était qu'une pièce de théâtre parfaite qu'il avait méticuleusement planifiée depuis longtemps. La porte s'ouvrit légèrement et ma mère entra. Elle tenait entre ses mains un plateau avec une tisane à la camomille et une petite assiette de biscuits. Elle posa le plateau sur la table et s'assit à côté de moi. « Bois quelque chose de chaud. Tu es réveillé depuis toute la nuit, dit-elle. » Sa voix était toujours douce, mais son regard était plein d'inquiétude. Je la regardais et l'indignation dans ma poitrine refit surface.
Maman, pourquoi? Pourquoi étais-tu si calme? Depuis quand le savais-tu? Demandai-je d'une voix brisée. Elle ne répondit pas tout de suite. Versa la tisane dans une tasse. Une fine vapeur s'éleva, dégageant un arôme clair de camomille. Elle soupira profondément, un soupir chargé d'innombrables émotions. J'ai commencé à soupçonner il y a environ 1 an, parla-t-elle lentement. Après la mort de ton père, Alexandre a changé. Il continuait de feindre de t'aimer et de s'inquiéter pour moi, mais une femme comme moi a un 6e sens très aigu. Je remarquais qu'il passait des appels en cachette, qu'il avait des réunions soudaines les week-ends. Il y avait aussi des dépenses peu claires. Il disait que c'était pour les clients, mais ton père, de son vivant, gérait les affaires de manière très propre. Il n'y a jamais eu de dépenses suspectes comme celle-là. Et pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Criai-je presque. Si tu me l'avais dit plus tôt, je n'aurais pas été trompée de cette façon. Ma mère secoua la tête. Son regard était d'une tristesse qui me brisait le cœur. M'aurais-tu cru si je te l'avais dit? À ce moment-là, tu le voyais comme ton monde entier, le sauveur de toute la famille. Si je te l'avais dit, tu aurais pensé que j'étais jalouse de mon gendre et que j'essayais de détruire ton bonheur. De plus, à ce moment-là, je n'avais pas de preuves concrètes, ce n'était que des intuitions. Je ne pouvais pas agir à la légère. Je restais sans voix. Ma mère avait raison. La moi d'il y a 1 an n'aurait jamais cru ces paroles. Elle aurait même pensé qu'elle essayait de gâcher mon bonheur. J'ai été trop stupide, trop confiante. Et Lucie? Demandai-je d'une voix tremblante. Cette fille, dit ma mère en prenant une gorgée de la tisane, son apparition ici, elle est apparue il y a 6 mois. Ce fut Alexandre qui te suggéra subtilement de l'embaucher. Il dit qu'elle venait de la campagne, qu'elle était gentille et simple. Dès le début, j'ai senti que quelque chose clochait. Son regard était toujours baissé, mais parfois elle regardait Alexandre d'une manière très étrange. Mais j'ai observé en silence. Je voulais voir ce qu'il tramait. Elle posa la tasse et me prit la main. « Isabelle, sais-tu pourquoi je t'ai arrêtée hier soir? Si tu avais fait une scène, tu n'aurais obtenu qu'une satisfaction momentanée. Alexandre aurait tout nié. Il aurait rejeté toute la faute sur Lucie. Il aurait dit qu'elle l'avait séduit, puis il se serait agenouillé, t'aurait demandé pardon et t'aurait juré un amour éternel. Connaissant ton caractère, tu te serais attendri et tu l'aurais pardonné. Et alors, tout aurait continué. Seulement, ils auraient agi de manière plus discrète et astucieuse. Tu aurais perdu ton seul avantage, la surprise. Chaque mot de ma mère était un marteau qui détruisait la dernière parcelle d'innocence qui me restait. Elle avait tout vu, le vrai visage d'Alexandre et même ma faiblesse. « Et maintenant, que faisons-nous, maman » demandai-je d'une voix pleine d'impuissance. « Maintenant, » sourit ma mère, un sourire mystérieux et autoritaire. « Maintenant, tu dois sécher tes larmes, te relever et apprendre à jouer la comédie. Tu dois feindre de l'aimer davantage, de lui faire encore plus confiance. Laisse cette vipère s'endormir profondément dans son autosatisfaction. Fais-lui croire qu'il t'a complètement sous son contrôle. Et quand il sera le plus impréparé, nous pourrons lui porter le coup de grâce. » Elle se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda vers le jardin verdoyant. « Ton père ne nous a pas seulement laissé une fortune, mais aussi de la sagesse et du courage. Il est temps que tu apprennes à les utiliser. Alexandre ne te veut pas seulement toi, il veut tout le groupe Bâtiment Durand. Dans cette pièce, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. » Ces paroles me donnèrent un frisson, mais en même temps, elles allumèrent une flamme en moi, une flamme de haine et de détermination. Je ne m'effondrerai pas. Je me battrai, non seulement pour moi, mais pour l'héritage de mon père. Les jours suivants furent une succession des tortures psychologiques les plus effrayantes que j'ai jamais vécues. Chaque matin, au réveil, je devais me forcer à sourire et à murmurer des mots d'amour à l'ennemi qui gisait à mes côtés. À chaque repas, je devais feindre de savourer la nourriture préparée par les mains de ma rivale. Chaque nuit, je devais inventer toutes sortes d'excuses. La fatigue, mes règles, pour éviter le contact physique avec Alexandre. Chaque minute, chaque seconde vécue sous le même toit, avec ces 2 personnes, était une agonie. Mais les paroles de ma mère résonnaient dans mes oreilles comme un mantra, m'aidant à garder ma santé mentale. « Calme-toi. Joue ton rôle à la perfection. Tu dois lui faire entièrement confiance. » J'appris à cacher la haine derrière un sourire, à enfouir la douleur sous des mots doux. Je devins une actrice par la force des choses, et la scène était ma propre maison. La seule spectatrice était ma mère, la réalisatrice silencieuse de cette pièce. Alexandre ne semblait rien soupçonner. Au contraire, après mon retour de voyage d'affaires,
J'étais devenue plus affectueuse et attachée à lui, ce qui le rendait très satisfait. Il pensait que j'étais comme un canari dans une cage dorée, incapable de vivre sans lui. Cette autosatisfaction se reflétait clairement dans son regard et dans chacun de ses actes. Il commença à montrer de l'intérêt pour Lucie, de plus en plus ouvertement devant moi, bien sûr, sous le prétexte d'être un employeur bienveillant. Lucie est très maigre ces derniers temps. Dis-lui de bien manger. Oh, ses vêtements sont très vieux. Le week-end, va faire du shopping. Achète-lui quelque chose. Il disait ces choses avec un naturel total, et je devais être parfaitement d'accord. Oui, chérie, je m'en occuperai. Lucie est comme une membre de la famille. C'est comme ma petite sœur. Chaque fois que je disais ces mots, j'avais l'impression de me poignarder moi-même au cœur, mais je savais que plus je paraissais généreuse, plus Alexandre baissait sa garde. Un après-midi, alors que ma mère et moi regardions la télévision dans le salon, Alexandre rentra à la maison avec une expression très heureuse. Il m'embrassa et se vanta d'avoir tout juste conclu un gros contrat qui apporterait des bénéfices considérables à l'entreprise. C'est grâce à ton soutien à mes côtés. Tu es mon porte-bonheur, dit-il d'une voix douce comme du sucre. Je souris et le félicitai, mais mon cœur était glacial. Je savais que de ce contrat et de ses bénéfices, quel pourcentage irait réellement à l'entreprise et combien dans ses poches personnelles. Après qu'Alexandre fut monté prendre sa douche, ma mère éteignit la télévision en silence et se tourna vers moi. Sa voix était basse et sérieuse. « Isabelle, je crois qu'il est temps que tu connaisses mon plan. » Elle m'emmena dans le bureau de mon père. La pièce était conservée telle quelle de son vivant. De hautes bibliothèques qui arrivaient jusqu'au plafond, un bureau en acajou brillant et l'odeur familière des livres anciens. Ma mère ferma la porte à clé, un geste qui démontrait la gravité de la situation. « Je ne soupçonne pas seulement qu'il t'est infidèle, » commença-t-elle. Son regard était si pénétrant qu'il semblait capable de traverser n'importe quel mensonge. Je soupçonne qu'il manigance une conspiration pour s'emparer de tout le groupe Bâtiment Durand. Je restai figée. Je l'avais vaguement pressenti, mais l'entendre directement de la bouche de ma mère fut quand même un choc. Juste après la mort de ton père, je savais que nous deux, femmes, aurions du mal à protéger cette entreprise face à un loup aussi rusé que lui. Alors, j'ai fait quelque chose en secret. Ma mère s'approcha de la bibliothèque et appuya sur le dos d'un livre caché. Un petit tiroir secret s'ouvrit. De l'intérieur, elle sortit une clé USB et un mince dossier. « Ce sont les rapports hebdomadaires de M. Martin, » dit ma mère. « M. Martin, le directeur du service comptable. » Je fus surprise. M. Martin était un homme d'une 50aine d'années, silencieux et tranquille, qui avait travaillé pour mon père pendant plus de 20 ans. Je ne l'avais jamais soupçonné. « Exactement, » acquiesça ma mère. « M. Martin est absolument loyal à ton père. Avant de mourir, ton père lui a demandé que s'il arrivait quelque chose, il nous aide à surveiller Alexandre. Il a été mes yeux et mes oreilles dans l'entreprise ces 2 dernières années. » Ma mère inséra la clé USB dans l'ordinateur, et des tableaux complexes et de nombreux chiffres apparurent à l'écran. Alexandre est très rusé. Il ne soustrait pas de petites sommes d'argent. Il utilise des méthodes plus sophistiquées. Il a créé des sociétés écrans au nom de sa famille, et, à travers ces sociétés, il signe des contrats avec Bâtiment Durand, gonflant les prix des matériaux et créant de fausses dépenses. Toute la différence finit dans ses poches. Il saigne l'entreprise à petit feu. Je crains que lorsque nous nous en rendrons compte, il sera trop tard. Chaque mot de ma mère était comme un marteau sur ma tête. Je ne pouvais pas y croire. Comment l'homme en qui j'avais eu une confiance totale pouvait-il faire quelque chose d'aussi malhonnête? Il ne m'avait pas seulement trahi, mais il était en train de ruiner le travail de toute une vie de mon père. Alors, pourquoi ne le démasquons-nous pas tout de suite? Avec ces preuves, nous pouvons le dénoncer, dis-je avec colère. Non, nia ma mère en secouant la tête. Il est très prudent. Tous les contrats sont signés par toi en tant que présidente. Si nous allons en justice, la première responsable, ce sera toi. Il rejettera toute la faute sur toi. Il dira qu'il ne suivait que tes ordres. De plus, ces preuves ne sont pas encore assez solides pour le condamner. Nous avons besoin d'un coup de grâce, d'une preuve irréfutable. Elle me regarda, son regard était calculateur. Et c'est ta mission. À partir de maintenant, non seulement tu dois feindre de l'aimer, mais tu dois aussi feindre de faire entièrement confiance à ses capacités pour les affaires. Tu dois l'encourager à entreprendre des projets plus importants, lui donner plus de pouvoir. Laisse-le s'enivrer de succès, que son avidité grandisse jusqu'à devenir incontrôlable. Un serpent ne mord que lorsqu'il se sent menacé, mais s'il mange trop, il mourra d'indigestion. Je compris le plan de ma mère. C'était un plan très cruel et risqué.
Elle utilisait l'avidité même d'Alexandre comme une arme pour le détruire. Mais cela signifiait aussi que je devrais moi-même mettre en plus grand danger l'entreprise de mon père. Mais si nous faisons cela, l'entreprise courra un grand risque. Et s'il vole tout et s'enfuit, m'inquiétai-je. Ma mère sourit, un sourire plein de confiance. Ne t'inquiète pas, j'ai mes méthodes. Chacun de ces mouvements est dans la paume de ma main. Cela n'arrivera pas. Elle me tendit une petite clé en argent. C'est la clé de son bureau personnel à la maison. Ton père lui a donné cette pièce pour qu'il travaille confortablement, mais, en secret, il en a fait une copie et me l'a donnée. Il croit que c'est son espace privé absolu, où il cache ses secrets les plus sales. Je veux qu'une nuit, quand il sera profondément endormi, tu entres dans cette pièce. Je suis certaine que tu trouveras ce dont nous avons besoin. Je pris la clé d'une main tremblante. Elle était froide, mais semblait me brûler la main comme un fer rouge. Je savais qu'au moment où j'insérerais cette clé dans la serrure, je n'ouvrirais pas seulement une pièce, mais la boîte de Pandore, qui contenait les secrets les plus terribles de l'homme que j'appelais autrefois mon mari. Aurais-je le courage d'affronter ce qui allait arriver? Et que voulait exactement ma mère que je trouve? La clé en argent gisait froide dans la paume de ma main, mais son poids semblait être de 1000 kilogrammes. Ce n'était pas seulement un morceau de métal, c'était la clé qui ouvrait la dernière porte vers la vérité, la porte vers un monde de secrets qu'Alexandre m'avait soigneusement caché pendant des années. Chaque fois que je la regardais, mon cœur battait la chamade, un mélange de peur et d'une étrange compulsion. Peur de devoir affronter quelque chose de plus terrible que la trahison physique, mais en même temps, une compulsion à tout découvrir, à voir de mes propres yeux le vrai visage du démon qui se cachait derrière le masque de l'homme que j'avais aimé. J'attendis. J'attendis l'occasion parfaite. Le plan de ma mère exigeait une patience absolue. Je continuais à interpréter mon rôle d'épouse aveugle, soutenant pleinement la carrière de mon mari. Je louais ses plans d'affaires, admirais son talent, et lui suggérais même de manière proactive de prendre en charge des projets plus importants. Tu es si compétent. Je ne sais pas ce que deviendrait l'entreprise sans toi. Que dirais-tu de t'occuper du nouveau projet de la cité Jardin? Je te fais entièrement confiance, lui disais-je avec un sourire doux. Tandis qu'une mer de colère s'agitait en moi, Alexandre, comme l'avait prévu ma mère, était complètement aveuglé par l'autosatisfaction. Il s'enivra de son nouveau pouvoir et de ma confiance absolue. Il devint de plus en plus occupé. Des réunions tard le soir, de fréquents voyages d'affaires impromptus. Il ne se méfiait plus de moi. Il croyait m'avoir complètement dans la paume de sa main, et c'est alors que mon occasion se présenta. Un vendredi soir, il dit qu'il devait aller voir un client important en Provence et qu'il y passerait probablement la nuit. Avant de partir, il m'embrassa et joua une scène d'amour émouvante. Je le serrai fort dans mes bras, souriant, et lui murmurai à l'oreille. « Sois prudent, je t'attendrai à la maison. » Mais dès que l'ombre de sa voiture de luxe disparut derrière le portail, le sourire de ma bouche s'évanouit, remplacé par une expression froide et décidée. Cette nuit-là était la nuit pour agir. J'attendis jusqu'à presque minuit, quand toute la villa devint silencieuse, quand même ma mère et la jeune Lucie dormaient profondément, je sortis furtivement de ma chambre. Mon cœur battait comme s'il allait exploser. Le couloir était sombre, éclairé seulement par la faible lueur de la lune qui entrait par les grandes fenêtres. Chacun de mes pas sur le parquet produisait un craquement spectral qui me faisait sursauter. Je m'arrêtai devant la porte du bureau d'Alexandre, une lourde porte en chêne qui symbolisait son autorité et son intimité. D'une main tremblante, je sortis la clé en argent de la poche de ma robe de chambre. Mes mains étaient moites de sueur. Je respirai profondément, me ressaisis et l'insérai lentement dans la serrure. Un clic sec résonna dans le silence. La porte s'ouvrit légèrement et de l'intérieur sortit un courant d'air froid, un mélange du parfum masculin d'Alexandre et de l'odeur de papier. Je me glissai à travers l'entrebâillement et fermai la porte en silence. Je n'osais pas allumer la lumière, j'utilisais seulement la faible lueur de mon téléphone. La pièce apparut à mes yeux, luxueuse et ordonnée, un grand bureau, des bibliothèques jusqu'au plafond, un coûteux canapé en cuir. Tout était parfaitement à sa place, montrant le goût raffiné de son propriétaire. Mais je savais que derrière cette splendeur se cachait un repère rempli de péchés. Je commençai à chercher. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais. Ma mère avait seulement dit que je trouverais ce dont nous avons besoin. Je fouillai les tiroirs du bureau, parcourus les dossiers. C'étaient tous des documents de l'entreprise, des chiffres, des contrats, rien de spécial. Je vérifiai son ordinateur, mais il était protégé par un mot de passe complexe. Je ne réussis pas à l'ouvrir. Le temps passait et mon anxiété grandissait. Et s'il revenait à l'improviste? Je regardai la pièce, désespéré,
et ma vue s'arrêta sur un tableau à l'huile accroché au mur, un paysage abstrait qu'il appréciait beaucoup. Quelque chose clochait, le tableau était légèrement incliné par rapport à sa position habituelle. Par intuition, je m'approchai et, avec soin, je le décrochai du mur. Et mon cœur s'arrêta. Derrière le tableau se trouvait un petit coffre-fort encastré dans le mur. Il était peint de la même couleur que le mur, si bien que si on ne regardait pas attentivement, il était impossible de le découvrir. Je l'ai trouvé, c'est sûrement ça. Mais je me retrouvais face à un autre problème. Quel était le mot de passe du coffre-fort? J'essayais sa date de naissance, notre anniversaire de mariage, la date de fondation de l'entreprise. Mais tout fut vain. Le coffre-fort n'émettait qu'un bip-bip indifférent. J'étais sur le point d'abandonner, mais je me souvins soudain d'un détail. Alexandre était superstitieux, il croyait au feng shui et aux chiffres porte-bonheur. Le nombre qu'il considérait toujours comme porte-bonheur était le 8888. D'une main tremblante, j'essayais de le taper. Un clic retentit, et la porte du coffre-fort s'ouvrit lentement. À l'intérieur, il n'y avait pas beaucoup d'argent liquide ou de bijoux, mais plusieurs dossiers, un agenda en cuir noir et un téléphone portable. Un iPhone de dernière génération, complètement différent de celui qu'il utilisait habituellement. Je pris le téléphone d'une main tremblante. Il n'était pas verrouillé. J'appuyai sur le bouton d'alimentation et l'écran s'illumina. Le fond d'écran était une photo que je n'oublierai jamais. C'était une photo d'Alexandre et de Lucie. Ils s'enlaçaient sur une plage ensoleillée, souriant radieusement. Lucie portait un bikini sexy et Alexandre était torse nu. Ils ressemblaient à un vrai couple. Quand cette photo avait-elle été prise? Pendant l'un de ses voyages d'affaires, la colère et la douleur refirent surface, mais je me contrôlais. Ce n'était pas le moment pour la jalousie. J'ouvris rapidement la boîte de messages, et ce que je lus ensuite fut 1000 fois plus horrible. Des centaines, des milliers de messages affectueux entre Alexandre et Lucie. Ils s'appelaient ma chère femme, mon cher mari. Ils parlaient de leur avenir, de leurs plans pour s'emparer de l'entreprise, puis de s'enfuir dans un autre pays pour commencer une nouvelle vie. J'ai juste besoin que cette idiote signe la dernière délégation de pouvoir pour le projet, et ce sera fini. Alors, toute la fortune de sa famille sera à nous. Je divorcerai d'elle et nous nous marierons. Tu ne seras plus une domestique, mais la femme du président. Je lus dans un message d'Alexandre à Lucie. Mes yeux faillirent s'aveugler. Cette idiote, c'est ainsi qu'il m'appelait. Mais l'enfer ne s'arrêta pas là. J'ouvris une autre conversation. C'était une conversation avec quelqu'un portant le pseudonyme de Monsieur X. Le contenu de cette conversation était encore plus terrifiant. Il ne parlait pas seulement du détournement de l'entreprise, mais aussi d'élimination. Si la femme ou la vieille se rendent compte de quelque chose, occupe-t-en comme la dernière fois. Un accident de voiture, par exemple. Personne ne se doutera de rien. Je lus dans un message de Monsieur X. Mon cœur s'arrêta. Il prévoyait même de me tuer, moi et ma mère. Ce n'était plus une simple infidélité ou une fraude économique, c'était une conspiration de meurtre soigneusement calculée. J'étais si tremblante que je fis tomber le téléphone par terre. Qui était ce Monsieur X? Qui pouvait être si cruel? Le mari que j'avais aimé, Alexandre, était-il un démon si impitoyable? Je ramassai rapidement le téléphone, fis des captures d'écran de tous les messages importants et les envoyai à une adresse e-mail secrète que j'avais créée auparavant. Je pris aussi l'agenda en cuir. Y étaient détaillés les fonds illégaux, les sociétés écrans et des noms inconnus. Je savais que c'était le coup de grâce que ma mère m'avait demandé de trouver, mais le prix était trop élevé. Il détruisit complètement la dernière illusion que j'avais sur cet homme. À mes yeux, il n'était plus mon mari, mais un assassin. Et moi, je vivais avec un démon. Je devais sortir de là, je devais protéger ma mère à tout prix. Je retournai dans ma chambre en état de choc. Tout mon corps était froid, comme si j'avais traversé la mort. L'agenda en cuir et le téléphone secret d'Alexandre tremblaient sans cesse dans mes mains. Ses messages, ses chiffres, ses plans cruels dansaient devant mes yeux, se transformant en un monstre horrible qui menaçait de me dévorer, moi et ma mère. Occupe-t-en comme la dernière fois. Un accident de voiture. Ces mots de l'homme surnommé Monsieur X laissèrent une blessure dans mon esprit qui ne guérirait jamais. Mon père était mort d'une crise cardiaque soudaine. Mais était-ce vraiment le cas? Ou était-ce la dernière fois dont il parlait? Une pensée terrible me traversa l'esprit et faillit m'étouffer. Non. Ça ne pouvait pas être ça. Aussi malhonnête qu'Alexandre fut, il ne pouvait pas être aussi mauvais. Il devait de la gratitude à mon père. C'est mon père qui l'avait promu. J'essayais de chasser cette idée folle,
Mais la graine du doute était déjà plantée, se propageant dans toute mon âme confuse. Je courus cacher l'agenda et le téléphone dans l'endroit le plus secret de l'armoire, au fond d'une vieille boîte à bijoux que je n'utilisais jamais. Puis je retournai furtivement dans le bureau d'Alexandre et laissai tout comme avant, sans laisser de traces. Je fis tout cela mécaniquement, comme un robot préprogrammé. Ma raison me hurlait de garder mon calme, d'agir selon le plan de ma mère, mais mon cœur se brisait. L'homme que j'avais autrefois aimé, l'homme à qui j'avais confié toute ma vie, était un véritable démon. Le lendemain matin, Alexandre revint, toujours avec son visage souriant, toujours avec ses mots doux. Il me tendit un foulard en soie, un cadeau qu'il disait avoir acheté en Provence. Je l'acceptai, souris et le remerciai, mais à l'intérieur, je ressentais de la nausée. Ce foulard, l'avait-il acheté avec l'argent volé à l'entreprise de mon père? Ou était-ce un cadeau acheté à la hâte pour couvrir une nuit de frénésie avec cette femme? Je ne voulais pas le savoir, je n'avais plus besoin de le savoir. La seule chose que je savais, c'est que je devais jouer la comédie. Je devais interpréter à la perfection mon rôle d'épouse heureuse et stupide. Et je me rendis compte que lorsqu'une personne tombe dans l'abîme de la douleur, elle devient étrangement calme. Je jouais merveilleusement bien. J'acceptais le cadeau avec joie. Je lui posais des questions sur son voyage. Je lui fis même une adorable moue. « Chérie, les belles filles de là-bas ne t'ont pas trop regardé ?» Il rit de bon cœur et m'embrassa. Où y aura-t-il jamais quelqu'un de plus beau et de plus merveilleux que ma femme? Ce mensonge effronté m'aurait rendue heureuse auparavant, mais maintenant il me donnait seulement envie de vomir. Mais je n'étais pas la seule à jouer la comédie. Après le retour d'Alexandre, la jeune Lucie devint de plus en plus arrogante. Elle savait qu'Alexandre était fou d'elle. Elle savait que sa position dans cette maison se consolidait. Elle ne maintenait plus son apparence timide et soumise. Elle commença à devenir insolente, à me provoquer subtilement. Elle cassa accidentellement un vieux vase que mon père m'avait offert. Elle mit trop de sel dans ma soupe préférée. Elle se pavanait même dans la maison avec mes pyjamas, comme si elle était la maîtresse de maison. Chacun de ces actes était une provocation flagrante. Une fois, alors que je travaillais dans le bureau, elle m'apporta une tasse de café. Elle ne la posa pas sur la table, mais me la tendit directement dans la main. Juste au moment où je la prenais, elle lâcha soudainement la main et la tasse de café chaud se renversa sur mon ordinateur portable et sur un important dossier de documents. « Oh, excusez-moi, madame, je suis tellement désolée. » Ma main a soudainement tremblé, s'excusa-t-elle précipitamment, mais dans son regard, il y avait une satisfaction mal dissimulée. L'ordinateur portable émit un bourdonnement et s'éteignit. Toutes les données de mon travail s'y trouvaient. La colère en moi explosa. J'étais sur le point de lui donner une gifle qui lui aurait laissé le visage en feu. Mais juste à ce moment-là, Alexandre descendit du premier étage, vit la scène et courut vers nous. Non pas pour voir si j'allais bien, mais pour secourir Lucie qui feignait d'être terrifiée. « Tu vas bien? Tu t'es brûlé ?» lui demanda-t-il avec inquiétude, puis il se tourna vers moi avec un léger ton de reproche. « Qu'as-tu fait pour effrayer la fille comme ça ?» Ce n'était qu'un accident. Je restais stupéfaite. Lui, mon mari, défendant sa maîtresse devant moi, osant me blâmer. Je le regardais, lui et Lucie, qui feignaient d'être une victime dans ses bras. Une pièce de théâtre parfaite. Je respirais profondément, ravalant mes larmes. J'esquissais un sourire plus spectral que des pleurs. « Je vais bien, chérie, ce n'est qu'un ordinateur. » Être que je l'ai trop grondée et qu'elle a eu peur. « Ne t'inquiète pas, Lucie, la prochaine fois, fais plus attention. » dis-je comme si de rien n'était. Alexandre et Lucie furent perplexes face à ma réaction. Ils ne s'attendaient pas à ce que je sois si calme et généreuse. Alexandre se sentit soulagé, et Lucie me regarda avec une pointe de suspicion. Cette nuit-là, je racontai tout à ma mère. Elle écouta en silence, puis dit « Bien, très bien, laisse-la continuer à être arrogante. Plus elle sera arrogante, plus elle commettra d'erreurs. Et ne t'inquiète pas pour l'ordinateur portable. J'ai fait une copie de sauvegarde des fichiers importants sur un disque dur externe. Je restais bouche bée. Il s'avérait que tout était dans les calculs de ma mère. Elle était comme une experte joueuse d'échecs, toujours plusieurs coups d'avance sur l'adversaire, observant en silence, attendant le moment de l'échec et mat. « Mais maman, je ne crois pas que je puisse supporter ça encore longtemps, » lui dis-je, épuisée. Chaque jour est une torture. Ma mère m'embrassa. « Sois forte, ma fille. Le rideau tombera bientôt. Je te le promets. La douleur que nous avons dû endurer, je la leur rendrai au centuple. » Ces paroles me donnèrent de la force. Je savais que je n'étais pas seule. Le plan d'Alexandre et de Lucie s'accéléra.
Alexandre commença à me parler d'un méga projet d'investissement, un complexe hôtelier de luxe en Corse. Il me peignit un avenir magnifique, des profits astronomiques. Il dit que c'était une opportunité en or pour porter Bâtiment Durand à un niveau international. Il me demanda de signer une procuration notariée en tant que présidente, lui déléguant les pleins pouvoirs pour toutes les affaires relatives au projet, du financement et de la signature des contrats au transfert des terrains. Je savais que c'était le piège final. C'était la manière dont il pourrait détourner légalement tout l'argent restant dans l'entreprise. Si je signais, je lui remettrais l'entreprise de mon père entre les mains. Mais je savais aussi que c'était le coup de grâce que ma mère attendait. Que devais-je faire, signer ou non? Cette décision pourrait déterminer non seulement le destin de l'entreprise, mais aussi nos vies. Et si je signais, le plan de ma mère fonctionnerait-il vraiment? Ou serait-ce un pari où nous perdrions tout? L'atmosphère dans le bureau de mon père était devenue dense. Le plan du projet du complexe hôtelier en Corse qu'Alexandre venait de présenter était encore sur la table. Les chiffres représentant les bénéfices semblaient danser, se moquant de ma stupidité. Il avait pas un avenir si parfait, une illusion si douce que n'importe quel investisseur l'aurait désiré. Mais je savais que sous cette brillante façade se cachait un piège mortel, un puits sans fond, destiné à engloutir complètement l'héritage de mon père. Je regardais ma mère, cherchant dans son regard une indication. Elle gardait son calme. Elle feuilleta les pages du plan une par une, puis hocha la tête avec une expression de grande satisfaction. « Ce plan est excellent, Alexandre. Je vois qu'après la mort de ton père, tu as vraiment mûri et que tu es capable de porter toute cette entreprise sur tes épaules. Je suis très fier de toi. » Entendant cela, Alexandre se redressa, plein de suffisance. « Oui, c'est grâce à votre confiance, la tienne et celle d'Isabelle. Je promets que je rembourserai la confiance de tous, dit-il d'une voix pleine d'hypocrisie. J'eus la nausée, mais je dus forcer un sourire. Je crois aussi que ce projet a un grand potentiel, mais je m'inquiète un peu que l'investissement soit si grand et que je doive te déléguer tous les pouvoirs. Je feignis d'hésiter exprès pour tester sa réaction et rendre ma comédie plus crédible. Alexandre me prit aussitôt la main. Son regard était suppliant. « Isabelle, tu ne me fais toujours pas confiance? Tout ce que je fais, c'est pour notre avenir et celui de l'entreprise. Fais-moi confiance juste une fois de plus. Je te le promets. Je transformerai Bâtiment Durand en le meilleur groupe de France. » Il jouait si bien. Si je n'avais pas déjà connu son vrai visage, je me serais probablement attendrie de nouveau avec ses douces paroles. Je regardai ma mère, et elle hocha légèrement la tête, un signe discret mais significatif. Je savais que le moment était venu de prendre une décision. « D'accord, » dis-je d'une voix ferme. « Je te fais confiance. Je signerai la procuration. » Alexandre fut si heureux qu'il sauta presque de joie. Il m'embrassa et me baisa passionnément sur la joue. « Merci, chérie. Tu ne regretteras pas cette décision, dit-il. Mais je savais que ce ne serait pas moi qui le regretterais. Cette nuit-là, après qu'Alexandre, ivre de sa victoire, se fût endormi profondément. Ma mère et moi nous réunîmes de nouveau dans son bureau. Elle n'était plus aussi tranquille. Elle faisait les 100 pas dans la pièce. Son visage montrait une profonde inquiétude. « Maman, notre plan va-t-il fonctionner ? » « J'ai très peur. »« Et si ?» dis-je avec anxiété. Ma mère s'arrêta et posa ses mains sur mes épaules. « Il n'y a pas de « et si ». Tout doit être sous contrôle. Alexandre se croit un renard. Mais il ne sait pas que nous avons un tigre à nos côtés, dit-elle. Et son regard brilla d'une lueur mystérieuse. Il est temps que tu rencontres Maître Chevalier. Maître Chevalier ? Ma mère avait mentionné son nom plusieurs fois. Il était le directeur du service juridique de l'entreprise, un homme mince d'une 50aine d'années, silencieux et portant des lunettes épaisses. C'était l'un des fondateurs qui avait travaillé avec mon père pendant plus de 20 ans depuis les débuts de l'entreprise. Mais il menait une vie très discrète, ne se mêlait pas beaucoup aux gens et se consacrait exclusivement à la paperasse. Je n'aurais jamais pensé que le silencieux et discret maître Chevalier était le tigre dont parlait ma mère. Le lendemain, ma mère le convoqua à la maison. Non pas dans le salon, mais dans le bureau personnel de mon père. Maître Chevalier entra en silence, comme toujours, avec une vieille mallette en cuir à la main. Il salua ma mère et moi avec une révérence respectueuse. « Madame, mademoiselle. »« Maître Chevalier, ne soyez pas si formel. »« Asseyez-vous, » dit ma mère d'une voix douce. « Je vous ai appelé aujourd'hui parce que je dois vous demander une faveur importante. » Maître Chevalier s'assit, posant sa mallette sur la table. « Dites, madame. » La dette que j'ai envers le président, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Si vous et mademoiselle avez besoin de moi,
Je vous suivrai même au péril de ma vie. » Ces paroles me touchèrent profondément. Je me souvenais que la famille de Maître Chevalier avait été très pauvre. C'est mon père qui avait découvert son talent, lui avait payé ses études et l'avait promu jusqu'au poste de directeur du service juridique. Il n'y avait aucun doute sur sa loyauté envers notre famille. Ma mère lui raconta toute l'histoire de la trahison d'Alexandre et de sa conspiration pour s'emparer de l'entreprise. Au fur et à mesure qu'il écoutait, le visage de Maître Chevalier se contracta de colère. Ses mains minces se serrèrent en poing et les veines bleues se marquèrent. Cet animal, le président l'a traité comme un fils et lui, il ose, grimaça-t-il. Ce n'est pas le moment de se fâcher, dit ma mère. Isabelle a signé la procuration pour le projet en Corse. Alexandre agira bientôt. Nous devons bouger avant. Maître Chevalier ouvrit sa mallette en cuir, mais à l'intérieur, il n'y avait pas de documents ordinaires, mais de nombreux dossiers avec le tampon confidentiel. « Madame, j'imaginais que ce jour arriverait, » dit-il d'une voix basse et calculatrice. Ces 2 dernières années, je ne me suis pas seulement occupé des affaires juridiques. J'ai recueilli en secret des preuves de tous les crimes qu'Alexandre a commis. Il commença à expliquer, et ce qu'il dit fut beaucoup plus choquant que ce que j'avais vu dans le téléphone secret. Alexandre n'avait pas seulement créé des sociétés écrans pour détourner des fonds de Bâtiments Durand, mais il avait aussi utilisé l'argent de l'entreprise pour corrompre des fonctionnaires et truquer des appels d'offres. Il était même impliqué dans des prêts illégaux et du blanchiment d'argent. L'agenda en cuir que j'avais trouvé n'était que la pointe de l'iceberg de ces crimes. Ces sociétés écrans sont tout au nom de la famille de Lucie, continua Maître Chevalier. Cette fille n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. C'est une complice active qui aide Alexandre à mener ses sales affaires. « Et Monsieur X ?» demandai-je précipitamment, l'homme du message qui voulait nous éliminer. Maître Chevalier me regarda. Son expression était très sérieuse. Je n'ai pas encore découvert sa véritable identité. Il est très prudent et a effacé toute trace. Mais j'ai un soupçon. Ce doit être quelqu'un avec beaucoup de pouvoir, une force dans l'ombre qui soutient Alexandre. Sinon, Alexandre seul n'aurait pas pu faire quelque chose d'aussi grand. Ces paroles me provoquèrent un frisson. Notre ennemi n'était pas seulement Alexandre et Lucie. Il y avait un fantôme invisible, beaucoup plus dangereux et cruel. « Et maintenant, que faisons-nous » demandai-je, inquiète. Maître Chevalier regarda ma mère, puis moi. « Maintenant nous devons tendre un piège encore plus grand. Si Alexandre veut le projet en Corse, nous le lui donnerons. Mais ce sera un projet qui n'existe pas. » Maître Chevalier commença à expliquer son plan. Il utiliserait ses contacts pour créer de faux documents parfaits, de faux permis de construire. Alexandre penserait que tout se passe à merveille, il investirait tous les fonds illégaux qu'il avait soustraits et demanderait même des prêts pour investir dans ce projet fantôme. Quand il aura investi tout son capital, et qu'il n'aura plus de retour possible, dit Maître Chevalier, et son regard brilla d'acuité, c'est alors que nous ferons tout s'écrouler. Non seulement nous récupérerons ce que nous avons perdu, mais nous l'enverrons, lui et ses complices, en prison. Son plan était si audacieux et parfait, mais aussi plein de risques. Si nous commettions la moindre erreur et qu'Alexandre s'en apercevait, les conséquences seraient imprévisibles. « Mais comment pouvons-nous tromper un renard aussi rusé que lui ?» demandai-je. Ma mère sourit. « C'est là que notre pièce de théâtre entrera en jeu. Tu dois continuer à feindre d'être l'épouse stupide qui n'aime que son mari. Pousse-le à accélérer le projet. Fais semblant d'être impatiente de voir les énormes bénéfices. L'avidité l'aveuglera. Il ne pourra pas distinguer le réel du faux. » Je hochai la tête. J'avais peur, mais aussi un peu d'excitation. Je n'étais plus la victime faible. J'étais devenue la protagoniste d'une pièce pour abattre un traître. Mais la question de Monsieur X continuait de me tourmenter. Qui était-il? Et ne se rendrait-il pas compte du piège que nous lui tendions? Il semblait que dans cette bataille, il y avait des ennemis que nous ne pouvions pas encore voir. Dans les jours qui suivirent la rencontre avec Maître Chevalier, j'eus l'impression de marcher sur une corde raide au-dessus d'un abîme. Chaque pas devait être prudent, chaque mot, chaque sourire devait être méticuleusement calculé. Ma mère et moi étions officiellement entrés dans la bataille d'ingéniosité. L'enjeu était si élevé qu'une seule erreur nous ferait tout perdre. Mais étrangement, je n'avais plus autant peur qu'auparavant. Au lieu de cela, je devins froidement calme. Peut-être parce que lorsqu'une personne a touché le fond de la trahison, elle n'a plus rien à perdre. Je commençais à m'immerger complètement dans mon rôle. Je feignis d'être très enthousiaste à propos du projet en Corse. Chaque jour, je demandais à Alexandre des nouvelles des progrès et de ses plans. « Chérie, comment va notre projet ? J'ai entendu dire que le prix des terrains sur l'île augmente tous les jours. Si nous ne nous dépêchons pas, nous perdrons l'occasion. »
Je le disais sur un ton naïf, mais légèrement pratique, de quelqu'un qui ne pense qu'à l'argent. Alexandre, comme prévu, était complètement convaincu. Il me racontait avec enthousiasme le grand réseau de contacts qu'il avait établi, la rapidité avec laquelle les formalités se réglaient. Il ne savait pas que les fonctionnaires qu'il rencontrait, les partenaires avec qui il signait des contrats, étaient tous des acteurs préparés par Maître Chevalier. Maître Chevalier, avec son vaste réseau de contacts et sa profonde connaissance de la loi, avait créé une pièce de théâtre parfaite, des faux certificats d'usage du sol aux faux permis de construire, jusqu'au contrat de coopération d'investissement. Tout était fait avec une sophistication intraçable. Alexandre croyait fermement qu'il avait une véritable mine d'or entre les mains. Son avidité grandissait de jour en jour. Non seulement il investit l'argent qu'il avait détourné de Bâtiment Durand, mais il commença à hypothéquer les biens de l'entreprise, même la villa où nous vivions, pour demander plus de fonds aux banques et aux prêteurs. Il voulait garder tout le projet pour lui. Il ne voulait partager les bénéfices avec personne. Pendant qu'Alexandre était occupé à tomber dans son doux piège, la jeune Lucie ne restait pas les bras croisés. Elle croyait que le jour où elle deviendrait la femme du président était très proche. Elle ne cachait plus sa relation avec Alexandre. À la maison, quand ma mère n'était pas là, elle l'enlaçait et lui montrait son affection ouvertement devant moi. Elle me traitait comme si je n'existais pas. Une fois, elle osa s'asseoir à ma place principale à table, imitant ma posture, et demanda à Alexandre « Chérie, comment suis-je assise ici ?» Alexandre sourit seulement avec indulgence. Je baissais la tête en silence et mangeais mon repas, mais le feu de la haine dans mon cœur brûlait furieusement. Je me disais « Continue de sourire, continue d'être contente, bientôt viendra le jour où vous pleurez. » Ma mère et M. Martin, dans l'entreprise, agissaient en secret. M. Martin, en tant que directeur de la comptabilité, copia secrètement tous les certificats et les reçus de l'argent qu'Alexandre investissait dans le projet fantôme. Ma mère, par ses contacts, essaya de découvrir les antécédents de M. X. Mais cette personne était comme un fantôme, ne laissant aucune trace. Ce fait nous inquiétait encore plus. Qui était-il et pourquoi aidait-il Alexandre à nous renverser? Y avait-il un secret chez Bâtiment Durand que nous ne connaissions pas? Un après-midi, Alexandre rentra à la maison très excité. Il dit que toutes les formalités étaient terminées et que le lendemain, il effectuerait la transaction finale, transférant une énorme somme d'argent sur le compte de la société exécutrice du projet pour commencer officiellement les travaux. « Isabelle, demain sera un jour historique, » m'embrassa-t-il. Sa voix tremblait de joie. « Après-demain, nous serons les personnes les plus riches de Paris. » Je feignis la joie, mais mon cœur battait la chamade. Demain, le jour du jugement final était arrivé. Alors ce soir, nous devons fêter ça, dis-je d'une voix enjôleuse. Je te préparerai ton plat préféré. Il hocha la tête, ravi. J'allai dans la cuisine, mais pas pour cuisiner. J'appelai ma mère pour l'informer que le gros poisson était sur le point de mordre à l'hameçon. Elle dit seulement une courte phrase. Bien. Tout est prêt. Procède selon le plan. Je raccrochai et respirai profondément. Cette nuit serait la dernière nuit où je devrais supporter cette hypocrisie. Au dîner ce soir-là, je feignis d'être l'épouse parfaite. Je préparai les plats préférés d'Alexandre, lui servis le vin et lui dis des mots doux. Alexandre but beaucoup, il était ivre d'alcool et de victoire. Il ne savait pas qu'il buvait le dernier verre d'un condamné. Après le dîner, Alexandre monta dans sa chambre en titubant, complètement ivre. La jeune Lucie le suivit rapidement sous le prétexte de devoir aider monsieur à se reposer. Je restai seule dans la grande salle à manger, regardant les restes sur la table, et mon esprit était vide. Je ne ressentais pas la joie de la vengeance. Je ne sentais qu'une fatigue infinie. 10 ans. 10 ans de jeunesse, d'amour et de confiance. À quelle personne les avais-je dédiés? Je me levai et montai dans ma chambre. Je n'entrai pas dans notre chambre, où je savais que cette sale pièce de théâtre se jouait à nouveau. J'allai dans le bureau de mon père, m'assis sur sa chaise et caressai doucement le bureau froid en bois. « Papa, tu me regardes? Ta fille n'est pas faible. Je protégerai ce que tu as laissé. Je te le promets, » murmurai-je dans l'obscurité. Le lendemain matin, Alexandre se réveilla très tôt, s'habilla d'un costume impeccable et semblait très énergique. Il dit qu'il devait aller à la banque pour effectuer la transaction. Avant de partir, il m'embrassa de nouveau. « Attends à la maison les bonnes nouvelles, future Madame la Présidente. » Il me fit un clin d'œil significatif. Je souris et hochai la tête. Dès que la voiture d'Alexandre partit, mon téléphone sonna. C'était ma mère. « Tu peux commencer, ma fille. » Sa voix était froide et décidée.
Je respirais profondément. Le dernier acte que j'avais attendu si longtemps avait officiellement commencé. Mais tout se passerait-il comme prévu? Ou le renard rusé d'Alexandre se rendrait-il compte de quelque chose au dernier moment? Et le fantôme de Monsieur X apparaîtrait-il pour sauver Alexandre? La tension était à son comble. Je savais que dans quelques heures, le destin de nous tous serait décidé. Dès que j'eus reçu le signal de ma mère, les rouages du plan de vengeance se mirent en marche avec la rapidité et la précision d'une machine préprogrammée. Je n'étais plus seul à la maison. Maître Chevalier et 2 de ses jeunes avocats associés étaient arrivés. Le bureau de mon père se transforma instantanément en un centre de commandement. Les écrans d'ordinateur s'allumèrent, affichant des lignes complexes de données et des cartes financières. L'atmosphère était tendue, mais il n'y avait pas de chaos. Chacun savait exactement quelle était sa mission. Le visage habituellement solennel de Maître Chevalier irradiait maintenant la détermination d'un général dirigeant une bataille. « Mademoiselle, Monsieur Alexandre vient d'arriver à la banque », informa l'un des jeunes avocats sans détourner le regard du moniteur. Notre système enregistre qu'il effectue la procédure pour transférer 350 millions d'euros sur le compte de développement et investissements Aurore. Aurore était précisément la société écran que Maître Chevalier avait créée, avec des directeurs et des employés entièrement fictifs, 350 millions d'euros. Le chiffre me fit tourner la tête. C'était presque la totalité des derniers actifs liquides de Bâtiment Durand, plus l'argent qu'il avait emprunté partout. Il avait tout misé sur ce dernier coup. Bien, acquiesça Maître Chevalier. Un sourire froid traversa ses lèvres. Laissons-le faire le virement. Dès que la transaction sera terminée, gelez immédiatement ce compte et envoyez tous les dossiers de preuves que nous avons au parquet et à la police nationale. Nous l'attaquerons par surprise, sans lui donner la moindre chance de contre-attaquer. À la même heure, dans un autre endroit de la ville, la jeune Lucie vivait son moment d'extase. Elle pensait qu'Alexandre avait triomphé. Elle croyait que son jour de devenir reine était arrivé. Ce matin-là, elle m'avait demandé son jour de congé en disant qu'elle avait une affaire urgente, mais en réalité, elle n'était pas allée à la campagne. Les gens de ma mère l'avaient suivie et avaient rapporté qu'elle était allée dans le centre commercial le plus luxueux de Paris. Elle se jeta dans les boutiques de luxe comme un papillon de nuit sur une flamme, dépensant de l'argent sans mesure. Elle acheta des sacs à main de dizaines de milliers d'euros, des robes de centaines de milliers, des bijoux éblouissants. Elle n'était plus la timide domestique de campagne. Elle était une reine qui savourait son butin. Elle eut même l'arrogance d'appeler une amie du village pour se vanter qu'elle allait bientôt se marier avec un magnat et qu'il déménagerait à l'étranger pour commencer une nouvelle vie. Chacun de ces actes fut soigneusement enregistré, devenant une preuve irréfutable de sa complicité et de la conspiration pour s'approprier indûment des biens. Assise dans le centre de commandement, écoutant les rapports, mon cœur était un tourbillon d'émotions. D'un côté, je ressentais une satisfaction perverse en voyant mes ennemis tomber dans le piège, mais de l'autre, je ressentais une profonde tristesse. J'étais attristée par la stupidité humaine et l'avidité sans fin. Alexandre, un jeune homme qui avait été compétent et déterminé, avait enterré son propre avenir pour 2 mots. Ambition. Lucie, une jeune femme qui aurait pu avoir une vie normale, choisit la voie du péché et glissa dans le fantasme de la richesse. Transaction terminée. Monsieur Alexandre est sorti de la banque, informa le jeune avocat. Gelez immédiatement le compte et envoyez les dossiers, ordonna Maître Chevalier d'une voix ferme. Tout se passa en quelques minutes. D'un côté, Alexandre sortait de la banque, plein de joie et d'autosatisfaction. Il sortit son téléphone pour donner la bonne nouvelle à Lucie, mais de l'autre, son compte de 350 millions d'euros fut gelé. Le mandat d'arrêt d'urgence pour lui et ses complices avait déjà été émis. Le filet du ciel s'était étendu et n'attendait plus que le gros poisson entre de son plein gré. Mais la vie n'est pas toujours comme dans les films. Alors que nous pensions que tout était sous contrôle, une variable inattendue surgit. Le téléphone de Maître Chevalier sonna. C'était Monsieur Martin, le directeur de la comptabilité. Sa voix de l'autre côté du fil était paniquée. Maître Chevalier, c'est une catastrophe. L'ensemble du serveur de l'entreprise a subi une cyberattaque. Toutes les données comptables, les contrats, les informations des clients sont cryptées. Il demande une rançon énorme. Toute la pièce resta silencieuse. Une cyberattaque. Pourquoi à ce moment-là? Était-ce une coïncidence ou une partie du plan de l'ennemi? Monsieur X, dis-je sans réfléchir. Ce doit être lui. Il connaît notre plan et il agit pour détruire toutes les preuves. Ma mère, qui était restée silencieuse depuis le début, pâlit également. Elle avait calculé tous les mouvements d'Alexandre, mais elle n'avait pas prévu l'existence d'un ennemi caché, capable de lancer une cyberattaque aussi sophistiquée. Si toutes les données de l'entreprise étaient détruites, même si nous pouvions envoyer Alexandre en prison,
Bâtiment Durand s'effondrerait vraiment. Calmez-vous. Essaya de nous rassurer Maître Chevalier. Nous devons trouver l'origine de l'attaque. Monsieur Martin, pouvez-vous la tracer? J'essaye, mais ils sont très professionnels. Ils utilisent plusieurs couches de pare-feu virtuelles. Il est très difficile de les identifier. La voix de Monsieur Martin était impuissante. À ce moment de tension, le téléphone de ma mère sonna soudainement. C'était un numéro inconnu. Ma mère hésita un moment, puis appuya sur le bouton d'appel et activa le haut-parleur. De l'autre côté, on entendit la voix d'un homme, basse et rauque, une voix qui m'était familière. « Bonjour, Madame Catherine. Ça fait longtemps. J'imagine que vous êtes contente que votre gendre soit sur le point d'aller en prison, n'est-ce pas? »« Qui êtes-vous » demanda froidement ma mère. « Qui je suis. Ce n'est pas important. L'important, c'est qu'en ce moment, la vie de Bâtiment Durand est entre mes mains. La voix rit d'une manière spectrale. Je vous donne 2 options. 1. Voir l'entreprise que votre mari a construite toute sa vie s'évanouir comme de la fumée. 2. Retirer toutes les plaintes, libérer Alexandre, puis me céder 70% des actions de l'entreprise. Je vous donne 1 heure pour décider, dit-il avant de raccrocher. Toute la pièce sombra dans un silence de mort. Nous étions tombés dans un piège beaucoup plus grand que celui que nous avions tendu à Alexandre. Le véritable ennemi, le fantôme de Monsieur X, était enfin apparu. Il ne voulait pas seulement de l'argent, il voulait tout le groupe Bâtiment Durand. Il s'était emparé de notre point faible, notre entreprise, et avait lancé une attaque au moment le plus mortel. 1 heure. Nous n'avions qu'1 heure pour décider. Une décision qui pourrait changer le destin de tous. Devions-nous nous rendre à un ennemi si puissant et rusé, ou avions-nous encore une dernière carte dans notre manche? À ce moment, tout espoir semblait perdu. 1 heure, 60 minutes, 3600 secondes. Le temps n'avait jamais passé aussi lentement et lourdement. Chaque tic-tac de l'horloge à pendule dans le bureau de mon père sonnait comme un marteau me frappant le cœur. Nous étions acculés, poussés au bord de l'effondrement. L'ennemi caché, appelé Monsieur X, avait porté un coup si mortel et inattendu, directement au cœur de Bâtiment Durand. Il ne voulait pas seulement sauver Alexandre, il voulait tout dévorer. « Que faisons-nous maintenant » demandai-je, déconcerté. « Acceptons ses exigences, sauvons l'entreprise d'abord, et nous penserons au reste ensuite. » Maître Chevalier secoua immédiatement la tête, taboupait. « Non. Si nous cédons cette fois, il y en aura une 2e et une 3e. Il ne nous laissera jamais en paix. Lui céder 70% des actions, c'est comme livrer Bâtiment Durand à un loup. Mais si nous n'acceptons pas, toutes les données seront effacées, et l'entreprise coulera de toute façon. Nous perdrons tout, criai-je, impuissante. L'air dans la pièce devint suffocant. Tout le monde regardait ma mère, attendant sa décision finale. Ma mère était restée silencieuse depuis le début, mais à ce moment-là, elle avait une expression étrange. Elle n'était ni paniquée ni confuse. Dans son regard, il y avait un calme froid, une acuité spectrale. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda le jardin que mon père avait l'habitude de soigner. « Il a tout calculé très attentivement, » dit-elle d'une voix basse et régulière. « Il sait que notre point faible est l'héritage que ton père a laissé. Il croit que nous n'oserons pas risquer. Il a correctement évalué l'importance de l'entreprise, mais il a mal évalué une chose. » Elle se tourna vers nous et un sourire mystérieux apparut sur ses lèvres. « Il a mal évalué ton père, et moi. »« Maman, que veux-tu dire ?» demandai-je, perplexe. Ma mère s'approcha de son bureau, caressa doucement la surface de la table, son regard plein d'affection. Ton père était un homme prévoyant. Il savait que le monde des affaires est un champ de bataille et qu'il y a toujours des personnes méprisables à l'affût. Il ne mettait jamais tous ses œufs dans le même panier. Elle frappa légèrement une gravure élaborée sur le pied du bureau. Avec un petit clic, un tiroir secret que même moi je ne connaissais pas s'ouvrit. À l'intérieur, il n'y avait ni bijoux ni documents importants, seulement un vieux téléphone satellite et un petit carnet. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je avec curiosité. « C'est le plan B de ton père », dit ma mère avec fierté. Ce téléphone se connecte directement à un système de serveurs indépendant installé à l'étranger. Toutes les données les plus importantes de Bâtiment Durand, depuis les débuts de l'entreprise jusqu'au mois dernier, y sont sauvegardées et conservées en toute sécurité. C'est complètement séparé du système interne de l'entreprise. L'attaque de Monsieur X peut détruire les données actuelles, mais il ne pourra jamais atteindre le vrai cœur de Bâtiment Durand. Maître Chevalier et moi restâmes stupéfaits. Nous ne pouvions pas croire ce que nous entendions. Mon père, bien avant,
s'était préparé au pire. Il était comme un brillant général qui avait prévu toutes les conspirations de l'ennemi. Alors nous sommes sauvés, balbutiai-je. Et les larmes commencèrent à couler de mes yeux. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement et de bonheur. Non seulement sauvés, dit ma mère, et son regard brilla d'acuité. Nous pouvons contre-attaquer. Il croit avoir le couteau par le manche. Il attend que nous l'appelions et le supplions. Mais il ne sait pas que cet appel sera la preuve qu'il inculpera. Elle prit le téléphone satellite. Maître Chevalier, préparez un dispositif d'enregistrement. Isabelle, tu dois jouer comme si tu étais vraiment paniquée et désespérée. Nous allons lui jouer une dernière pièce de théâtre. Je respirai profondément, essayant de me ressaisir. Je compris l'intention de ma mère. Nous allions feindre d'accepter ses exigences. Nous gagnerions du temps et enregistrerions toute la conversation pour l'utiliser comme preuve. Ma mère rappela Monsieur X. Alors? La voix rauque familière résonna de nouveau. Qu'avez-vous décidé? Je n'ai pas beaucoup de temps. Nous acceptons, dit ma mère d'une voix parfaitement tremblante. S'il vous plaît, sauvez Bâtiment Durand. Nous retirerons la plainte et nous vous céderons 70% des actions. Mais comment pouvons-nous vous faire confiance? Ah, rit-il avec suffisance. À ce stade, vous posez des conditions. D'accord. Pour vous rassurer, je viendrai récupérer le contrat de cession en personne ce soir, à 20h, à la fête d'anniversaire de madame. Je pense que c'est une excellente occasion de présenter officiellement le nouveau président de Bâtiment Durand. Il était tombé dans son propre piège. Il était si arrogant qu'il voulait apparaître en public, savourer pleinement sa victoire. À ma fête d'anniversaire, feignit ma mère la surprise. Exactement. J'ai entendu dire que vous avez invité beaucoup d'invités importants. C'est l'occasion parfaite pour moi d'annoncer le changement chez Bâtiment Durand. Préparez tout avec soin et n'essayez pas de faire des bêtises. Vous connaissez les conséquences, dit-il avant de raccrocher. L'appel se termina. Mais l'atmosphère dans la pièce n'était plus lourde. À sa place, il y avait un silence déterminé. Ma mère se tourna vers moi. « Isabelle, as-tu entendu? Le spectacle amusant que je t'ai promis aura lieu ce soir, à ma fête d'anniversaire. » Je hochai la tête. Mon cœur ne ressentait plus de peur. Je savais que cette nuit serait une nuit inoubliable. La fête du 60e anniversaire de ma mère, qui aurait dû être une occasion chaleureuse et familiale, se transforma en un champ de bataille, une grande scène pour la dernière pièce de théâtre. Tout fut préparé à la hâte. Ma mère fit quand même décorer la villa de manière somptueuse et envoyer des invitations aux partenaires et amis intimes. Mais en même temps, un autre plan se déroulait en secret. Maître Chevalier contacta l'équipe d'agents spéciaux la plus compétente et la plus fiable de la ville. Il se déguiserait en serveur ou en garde de sécurité à la fête, prêt à agir au signal. Je vis la liste des invités que ma mère avait préparée et je me rendis compte d'une chose. Elle n'avait pas seulement invité des amis intimes, elle avait aussi invité des journalistes, des personnes influentes du monde des médias. Elle ne voulait pas seulement le capturer, mais aussi le démasquer devant tout le public. Ce soir-là, je portais une robe de soirée rouge qui symbolisait l'autorité et la détermination. Ma mère portait une élégante et noble robe de soirée bleu foncé. Nous nous regardâmes dans le miroir. Nous n'étions plus les femmes faibles qui ne faisaient que pleurer. Nous étions des guerrières pour la bataille finale. « Es-tu prête, ma fille ?» demanda ma mère. Je lui serrai fort la main. « Je suis prête, maman. » La fête du destin commença. Les invités de haut niveau se rassemblèrent. Musique douce, le bourdonnement des rires et des conversations. Mais derrière cette splendeur, une tempête s'approchait furtivement, promettant une nuit pleine de surprises dramatiques et imprévisibles. Quand la nuit tomba, une obscurité de velours noir s'étendit sur le vaste jardin de la villa. Des centaines de lanternes et de guirlandes de lumière LED étaient suspendues partout, transformant l'espace en un palais de lumière scintillante. Le son doux d'un violon se mêlait au rire et au tintement clair des verres, créant une symphonie de luxe et de noblesse. C'était la fête du 60e anniversaire de ma mère, un événement que tout le cercle entrepreneurial de Paris attendait avec impatience. Mais aucun de ces illustres invités ne savait qu'ils n'étaient pas seulement venus pour célébrer, mais qu'ils deviendraient bientôt les spectateurs involontaires de l'événement le plus dramatique et choquant qu'ils aient jamais vu. Pendant ce temps, dans un luxueux penthouse avec vue sur le centre-ville, Alexandre et Lucie se préparaient également pour leur apparition officielle. Alexandre portait un costume Armani coûteux, les cheveux parfaitement coiffés avec de la brillantine. Il se regarda dans le miroir avec un sourire de satisfaction. Il avait reçu des nouvelles de Monsieur X. Le plan de la cyberattaque avait été un succès retentissant,
et la vieille et la stupide avaient dû se rendre. Cette nuit, il ne serait plus le vice-président, il deviendrait le maître absolu de Bâtiment Durand. « Comment suis-je, chérie ?» sortit Lucie de la loge. Elle portait une robe de soirée noire qui mettait parfaitement en valeur les courbes de son corps. À son cou, elle portait un brillant collier de diamants qu'Alexandre venait de lui offrir. Il ne restait aucune trace de son ancienne apparence de domestique de campagne. Magnifique. Alexandre se tourna, l'embrassa et lui donna un baiser profond. « Ce soir, tu seras la femme la plus belle et la plus puissante de la fête. Tout le monde t'admirera, ma reine, murmura-t-il. Lucie sourit, extasiée, enlaçant le cou d'Alexandre de ses bras. J'ai hâte. Je veux voir la tête de cette Isabelle quand elle le découvrira. Elle mourra probablement de choc. Peu importe si elle est surprise ou non, dit Alexandre avec un éclair de cruauté froide dans les yeux. L'important, c'est qu'après ce soir, elle devra signer docilement les papiers du divorce et disparaître de nos vies pour toujours. Ils trinquèrent avec un verre de champagne coûteux à leur victoire anticipée, sans savoir que c'était le dernier verre de leur liberté. De retour à la villa, ma mère et moi étions dans le hall principal pour accueillir les invités. Je devais maintenir un sourire radieux forcé sur mon visage, serrant la main de chacun d'eux protocolairement, mais mon esprit était un enfer. L'anxiété et la tension augmentaient de moment en moment. Je regardais du coin de l'œil les serveurs et les gardes de sécurité qui se déplaçaient dans la fête. C'étaient tous des agents spéciaux, grands et au regard perçant, toujours en alerte. Maître Chevalier était également là, vêtu d'un costume. Il se mêlait à la foule, mais je savais que dans la mallette qu'il portait toujours avec lui se trouvaient toutes les preuves les plus décisives. Vers 19h30, la luxueuse Bentley d'Alexandre arriva. Il descendit le premier de la voiture et ouvrit galamment la porte à Lucie. Il s'approcha de moi, toujours avec ce faux sourire. « Chérie, je suis là, » dit-il, puis me murmura à l'oreille. « Tu es très belle ce soir. Mais je crains que dans un instant, tu ne puisses plus sourire. » C'était une menace ouverte, une déclaration de guerre. J'esquissais seulement un sourire significatif. « Ah oui ? Je le crois aussi. Quelqu'un ne pourra plus sourire. » Mon attitude le déconcerta un peu, mais il l'attribua au fait que je faisais simplement bonne figure. Le temps passa et la fête se déroulait joyeusement. Les invités savouraient la nourriture délicieuse et buvaient du vin de haute gamme. Personne ne remarquait la tension qui se propageait furtivement. Ma mère et moi continuâmes à interpréter notre rôle, passant de table en table pour remercier les invités. Tous les regards étaient concentrés sur ma mère, admirant sa beauté noble et élégante, malgré ses 60 ans. Personne ne savait que cette femme bienveillante était la réalisatrice d'une vengeance qui allait secouer les fondations de leur monde. Exactement à 20h, une Rolls-Royce noire entra par le portail principal. Tout le monde se tourna pour regarder. Il se demandait qui était le dernier invité important à arriver. La portière de la voiture s'ouvrit, et un homme d'une 50aine d'années descendit. Il portait un élégant costume gris. Son visage était bienveillant, et il portait des lunettes à mon... Mais dès que je le vis, tout mon corps se raidit, et je sentis comme si mon sang s'était arrêté. Je le reconnus. Cette voix basse et rauque, la voix de l'appel de menace, était celle de cet homme, Monsieur X. Mais ce qui me laissa encore plus horrifiée, c'est que cet homme n'était pas un inconnu pour notre famille. C'était le meilleur ami de mon père, l'homme que j'avais toujours respecté et appelé affectueusement oncle Bernard. C'était l'un des membres du conseil d'administration de Bâtiment Durand, l'homme qui avait toujours été à nos côtés, nous aidant après la mort de mon père. « Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mon oncle. » Ma tête tournait. Pourquoi ? Pourquoi lui, une personne si proche, la personne en qui mon père avait le plus confiance, était-il le chef de meute des loups qui se cachait derrière tout cela ? Ma mère vit également Monsieur Bernard, et pendant un instant, son visage changea, mais elle retrouva rapidement son sang-froid. Elle s'avança, sourit et lui souhaita la bienvenue. « Bernard, merci d'être venu à mon anniversaire. » Monsieur Bernard répondit également avec un sourire bienveillant et majestueux. « Catherine, bon anniversaire. Aider ta famille est ma responsabilité. » Mais dans ses yeux, on voyait une autosatisfaction et une cruauté mal dissimulée. Alexandre courut également pour le saluer. « Oncle Bernard, merci d'être venu. »« Bien joué, » lui dit Monsieur Bernard en lui tapant sur l'épaule. « Ce soir sera une nuit très importante pour toi. » Ils entrèrent tous les trois. Le cerveau, le traître et la garce étaient ensemble, riant et parlant joyeusement. En voyant cette scène, je ressentis une douleur encore plus grande que lorsque j'avais surpris Alexandre et Lucie en flagrant délit. La trahison d'un étranger est une chose,
Mais la trahison de quelqu'un que vous considériez comme un frère est le coup de poignard le plus mortel. Je regardai ma mère et vis qu'elle me regardait. Dans ses yeux, il n'y avait plus de calme, mais une douleur et une haine extrêmes. Elle me serra légèrement la main, et sa main était glaciale. Cette nuit ne serait pas seulement l'acte final d'une vengeance, mais un affrontement à la vie à la mort avec la personne que nous avions le plus aimée et en qui nous avions le plus confiance. Et je savais qu'après cette nuit, plus rien ne serait comme avant. La véritable tempête venait de commencer. La fête continua, mais pour moi elle était devenue une scène infernale. Chaque sourire des invités, chaque mot de félicitation semblait hypocrite et étrange. Mon esprit était complètement absorbé par la vérité qui venait de se révéler. Oncle Bernard, le meilleur ami de mon père, l'homme que j'avais respecté, était le démon caché appelé Monsieur X. Toutes les pièces s'emboîtèrent en un instant, formant une image complète, une image terrifiante d'une conspiration qui avait été parfaitement calculée et cachée pendant des années. Je me souvins des fois où oncle Bernard était venu à la maison, des conseils qu'il nous avait donnés après la mort de mon père. Ne vous inquiétez pas, tant que je suis là, personne ne vous dérangera, toi et Isabelle. Alexandre est un homme de talent. Confiez-lui l'entreprise, il s'en sortira bien. Toutes ces paroles, tous ces gestes d'inquiétude, refaisaient maintenant surface comme des couteaux me transperçant le cœur. Il s'avérait qu'il n'était pas un protecteur, mais un loup qui attendait patiemment de déchiqueter sa proie. Je vis Alexandre, Monsieur Bernard, debout dans un coin, avec des verres de vin, riant et parlant joyeusement. Ils semblaient si proches, comme un père et un fils. L'un était la marionnette, l'autre le marionnettiste. Ensemble, ils avaient créé cette pièce de théâtre parfaite pour tromper le monde entier et s'emparer de tout ce qui appartenait à notre famille. Et la jeune Lucie était derrière Alexandre, regardant M. Bernard avec un regard d'admiration, comme un dévot qui regarde une divinité. Les trois piliers du mal étaient au milieu de la fête, ivres d'autosatisfaction et de victoire. Mais ils ne savaient pas que le rideau de velours de la scène était sur le point de tomber et que leur rôle serait bientôt terminé. « Ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas bonne mine ?» me murmura ma mère à l'oreille. Sa main serra légèrement la mienne, comme pour me rassurer. Je secouai la tête et forçai un sourire. « Je vais bien, maman. Je pensais juste à quel point ça ferait mal à papa s'il voyait ça du ciel. » Ma mère resta silencieuse un moment, puis dit d'une voix basse et ferme. « Non, ma fille, ton père serait fier de nous. Fier que nous soyons assez fortes pour protéger son héritage et punir ceux qui ont trahi sa confiance. Ne lui montre pas que tu es faible. Lève la tête. Ce soir, nous sommes les maîtresses de cette fête. » Ces paroles insufflèrent de la force à mon corps épuisé. Exactement. Je ne pouvais pas m'effondrer. Je devais être forte, non seulement pour moi, mais pour ma mère et pour mon défunt père. Vers 20h30, alors que la fête était à son apogée, ma mère fit un signe au maître d'hôtel. Les lumières du jardin s'atténuèrent lentement, se concentrant sur la petite scène qui avait été installée au centre. La musique s'arrêta également. Tout le monde se tourna vers la scène. Ma mère, dans son élégante robe de soirée, monta lentement sur scène, prit le micro et un sourire bienveillant et radieux apparut sur ses lèvres. « Chers amis, partenaires, famille bien-aimée, je vous remercie de tout cœur d'être venus de loin à ma fête du 60e anniversaire. » Sa voix était chaude et mélodieuse, résonnant dans tout l'espace. 60 ans, un voyage pas très long, mais suffisant pour savourer toutes les joies et les peines de la vie. J'ai eu un mari merveilleux, une bonne fille et de vrais amis. Je me sens la femme la plus heureuse du monde. Elle fit une pause, et son regard parcourut la foule, s'arrêtant à l'endroit où se trouvaient M. Bernard et Alexandre. Parmi ses amis, il y en a un que mon défunt mari et moi considérions comme un frère. Il a toujours été à nos côtés dans les moments les plus difficiles. Je veux profiter de cette occasion pour le remercier d'une manière spéciale. « Bernard, pourrais-tu monter sur scène avec moi un moment ?» Un applaudissement retentit dans toute la salle. Tout le monde connaissait l'amitié étroite entre mon père et M. Bernard. M. Bernard fut un peu surpris, mais il sourit ensuite avec autosatisfaction et monta sur scène. Il pensait que ma mère allait lui céder publiquement l'entreprise, à lui et à Alexandre. Il l'embrassa affectueusement. « Catherine, que tu es formelle. Aider ta famille est ma responsabilité. » Ma mère sourit. Un sourire mystérieux. « Bernard, avant de te donner un cadeau surprise, je veux te montrer, à toi et à tout le monde, une petite vidéo. » « Une vidéo sur les souvenirs de notre famille, » dit-elle en faisant un signe au technicien. Le grand écran derrière la scène s'illumina. Alexandre et M. Bernard étaient toujours sur scène avec une expression triomphante,
attendant de recevoir les honneurs. Mais la vidéo qui apparut à l'écran n'était pas une vidéo de souvenirs de famille. D'abord, apparut en détail la scène enregistrée dans ma chambre cette nuit-là, la scène d'Alexandre et de Lucie enlacés dans mon lit conjugal. Toute la salle resta figée. La musique douce s'arrêta complètement, et il ne resta que des respirations étouffées et des murmures de surprise. Un verre de vin tomba de la main d'un invité et se brisa sur le sol. Le son aigu rompit le silence. Alexandre et Lucie, qui étaient maintenant sous la scène, avaient le visage pâle comme celui d'un cadavre. Lucie tremblait tellement qu'elle faillit s'effondrer. Alexandre avait les yeux exorbités, figés, ne pouvant croire à ce qui se passait. Monsieur Bernard, qui était sur scène, sursauta également, et son expression d'autosatisfaction se transforma en confusion. Il ne s'attendait pas à ce que la proie qu'il croyait avoir entre les mains contre-attaque de manière aussi inattendue. « Êtes-vous surpris » demanda ma mère au micro. Sa voix n'était plus chaude, mais froide et décidée. Moi aussi, j'ai été très surprise. J'ai été surprise par la bassesse de mon gendre en qui j'avais pleinement confiance, et par l'effronterie de la domestique que ma fille avait chérie. Mes chers amis, ce n'est pas le spectacle le plus amusant. Elle fit de nouveau un signe. L'écran changea. Cette fois, une vidéo enregistrée avec une caméra cachée. On y voyait la scène d'Alexandre recevant une mallette d'argent d'un partenaire. La scène où il discutait avec Lucie de son plan pour s'emparer de l'entreprise. La scène de Lucie achetant des articles de luxe. Et enfin, la transcription de l'enregistrement de la conversation entre Alexandre et Monsieur X sur leur plan pour nous éliminer, moi et ma mère. Toute la salle sembla exploser. La surprise initiale se transforma en colère. Des sifflets et des insultes commencèrent à fuser. Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. C'est un animal. Il faut appeler la police tout de suite. Alexandre avait déjà repris ses esprits. Il pointa l'écran et cria comme un fou. C'est faux. Tout est faux. Cette femme me tend un piège. Ne croyez rien. Monsieur Bernard, qui était sur scène, prit rapidement le micro également. S'il vous plaît, calmez-vous. C'est clairement un malentendu. Quelqu'un essaye de diffamer délibérément l'honneur de notre famille. Il essaya de calmer la foule, mais sa voix tremblante trahissait sa peur. Un malentendu? Diffamation? Ma mère sourit froidement. Alors, je ne sais pas comment Monsieur Bernard expliquera la prochaine vidéo. L'écran changea de nouveau, et cette fois, ce qui apparut fut une scène qui fit taire Monsieur Bernard et plongea tout le monde dans une terreur extrême. Ce n'était pas une simple vidéo, mais une preuve irréfutable qui révélait un énorme secret qui était resté enterré pendant des années. L'espace de la fête n'était plus un lieu de luxe, mais un tribunal public où chaque invité était un juré. Tous les regards étaient concentrés sur le grand écran, attendant avec le souffle coupé le dernier coup que ma mère avait préparé. Monsieur Bernard essayait encore de garder son calme, mais ses mains serrées derrière son dos et son front en sueur trahissaient sa panique extrême. Alexandre avait déjà perdu la raison, criant et insultant ma mère et moi, nous traitant de folles maléfiques, mais personne ne lui prêtait plus attention. Et finalement, l'écran s'illumina. Cette fois, la vidéo n'avait pas de couleur. C'était une image floue en noir et blanc, extraite d'une vieille caméra de sécurité. Dans le coin de l'écran, une date était affichée. Le jour où mon père est mort. Je sentis comme si quelqu'un m'étreignait le cœur. « Maman, qu'est-ce que tu vas faire » murmurai-je en serrant la main de ma mère. Elle ne répondit pas, me serra seulement légèrement la main. Ses yeux étaient fixés sur l'écran, pleins d'une douleur et d'une haine qu'elle avait réprimée ces 2 dernières années. Dans la vidéo, je nous vis, ma mère et moi, pleurant désespérément devant la salle des urgences. Puis un médecin sortit et secoua la tête, nous annonçant que mon père était mort. Ma mère s'évanouit et je m'effondrais de désespoir. Toute cette scène était encore vivante dans ma mémoire. Mais la caméra pointait vers un autre angle, un endroit caché près de l'escalier de secours. Là, 2 hommes parlaient. L'image n'était pas claire, mais je pus reconnaître que l'un d'eux était Alexandre, et l'autre nul autre qu'oncle Bernard. Il ne savait pas qu'une vieille caméra de sécurité qu'il croyait cassée enregistrait tout en secret. Dans la vidéo sans son, je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais je vis oncle Bernard remettre à Alexandre une petite fiole brune. Alexandre la prit, hocha la tête et la mit rapidement dans sa poche. Après cela, oncle Bernard lui tapa sur l'épaule, un geste d'encouragement significatif, et les deux partirent rapidement dans des directions opposées, comme s'ils ne s'étaient jamais rencontrés. La vidéo se termina, mais le silence dans la salle était plus terrifiant qu'un cri. Tout le monde comprit ce qu'était cette petite fiole. N'importe qui pouvait le deviner. « Bernard », rugit ma mère. Sa voix n'était plus celle d'une femme bienveillante,
mais le rugissement d'une lionne qui a perdu son petit. As-tu autre chose à dire? Qu'était cette petite fiole? Le complément pour le cœur que tu m'as recommandé de donner à mon mari chaque jour, celui que tu disais être le meilleur médicament importé, mais qui en réalité était un poison chronique qui a détruit lentement le cœur de mon mari, lui causant une mort subite avec les mêmes symptômes qu'une crise cardiaque ordinaire? Chaque mot de ma mère était comme un marteau sur la poitrine de M. Bernard. Il chancela. Son visage était pâle comme du papier. Non, ce n'est pas vrai. Madame, c'est un malentendu. C'était juste un complément vitaminé, balbutia-t-il, essayant de nier. Un complément vitaminé? Ma mère rit amèrement. Et qu'est-ce que ce rapport d'expertise? Elle fit un signe à Maître Chevalier. Maître Chevalier monta sur scène et projeta sur l'écran le rapport de la police scientifique avec son tampon rouge. Chers invités, après la mort du président, Madame a eu ses soupçons. Elle nous a demandé de réanalyser en secret le médicament que M. Bernard lui avait remis. Le résultat a démontré que le médicament contenait un principe actif létal. Sa consommation à long terme provoque une insuffisance cardiaque aiguë et une mort subite avec les mêmes symptômes exacts qu'une crise cardiaque ordinaire. À ce moment, tout s'effondra complètement. M. Bernard n'avait plus rien à nier. Il savait qu'il avait perdu. Toute sa conspiration de meurtre et de détournement de biens, qu'il avait parfaitement cachée pendant des années, était maintenant exposée à la lumière du jour de la manière la plus humiliante possible. « Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça à mon père » criai-je en fondant en larmes. « Mon père te considérait comme son frère. Es-tu au moins humain » M. Bernard me regarda. Dans ses yeux, il n'y avait plus de majesté. Seulement une haine et une jalousie démente. « Frère » ? « Ah, ah » rit-il comme un fou. « Il a toujours été le grand frère, et moi, j'ai toujours été le petit frère. Il a toujours eu du succès et été respecté de tous, et moi, j'étais seulement son ombre. J'ai contribué plus que lui à Bâtiment Durand. Ce poste de président aurait dû être le mien de droit. Tout ce qu'il avait aurait dû être à moi. L'envie et la jalousie avaient transformé un homme en un démon. Et toi, salaud, rugit-il à Alexandre. Tu n'étais qu'un pion jetable entre mes mains. Tu croyais que tu pouvais devenir président? Stupide. Quand tout serait fini, je pensais te faire disparaître comme ton beau-père. En entendant cela, Alexandre, qui était resté figé par le choc du crime de M. Bernard, s'effondra complètement. Il se rendit compte qu'il n'avait été qu'une pièce d'échec. Il avait vendu son âme au diable seulement pour avoir une fin tragique. À ce moment, les agents spéciaux déguisés en serveurs et gardes de sécurité se déplacèrent à l'unisson, sortirent leurs armes et maîtrisèrent rapidement M. Bernard et Alexandre. À l'extérieur, les sirènes des voitures de police commencèrent à retentir. La fête d'anniversaire se transforma en un instant en scène de crime. Les invités, paniqués, se bousculaient pour s'enfuir. Seule ma mère, Maître Chevalier et moi restâmes debout au milieu du chaos. Je regardais Alexandre et M. Bernard, menottés et emmenés. Je ne ressentis pas la moindre satisfaction dans mon cœur, seulement un vide, une douleur extrême. Le mari que j'avais aimé, l'oncle que j'avais respecté, étaient maintenant des assassins. La jeune Lucie s'était déjà évanouie et gisait par terre. Elle fut également emmenée par la police. Le rideau de la pièce était tombé, et les criminels allaient devoir payer pour leurs actes. Mais la blessure qu'ils laissèrent dans mon cœur ne guérirait probablement jamais. Je pleurais comme une enfant en serrant ma mère dans mes bras. Ma mère m'embrassa également, caressant mon dos tremblant. « C'est fini, ma fille. Tout est fini. Nous avons gagné, dit-elle. Mais je savais que dans cette guerre, il n'y avait pas de vrai vainqueur. Nous étions tous des perdants dans la tragédie de nos vies. La tempête était passée, laissant derrière elle désolation et ruine. La luxueuse villa qui, la veille au soir, était pleine de rires, était maintenant plongée dans un silence lugubre. Les rubans décoratifs étaient encore suspendus, mais ils semblaient solitaires et tristes. Des fragments de verre à vin brisés, des assiettes de nourriture abandonnées. Tout était le témoin muet d'une nuit fatidique, une nuit qui a changé le destin de tant de personnes. Ma mère et moi étions assises dans le salon. Personne ne disait rien. Le soleil du matin entrait à flots, mais il ne parvenait pas à dissiper l'atmosphère froide et sombre qui nous enveloppait. Le rideau de la pièce était tombé, les criminels avaient été arrêtés, mais les conséquences étaient encore trop grandes. La douleur, la panique, le dégoût, tout se mélangeait en un fardeau invisible qui écrasait mon âme. L'affaire d'Alexandre et de M. Bernard provoqua un véritable séisme. Les médias rapportèrent à l'unisson sur le portrait du gendre démoniaque et la conspiration pour s'emparer de la fortune du beau-père. Le meurtre qui a secoué le monde des affaires, une amitié de 30 ans terminée par une dose de poison,
la forte présidente, et la pièce de théâtre qui a démasqué les traîtres à sa fête d'anniversaire. Nos noms, ceux de ma mère et les miens, ceux d'Alexandre et de M. Bernard, apparurent dans tous les journaux. Les gens louaient notre sagesse et notre courage. Les gens s'indignaient et maudissaient la cruauté des criminels. Bâtiment Durand traversa également une période de tourmente. Les actions chutèrent. Les partenaires étaient confus. Les projets se paralysèrent. Toute l'entreprise que mon père avait construite toute sa vie était au bord de l'effondrement. Mais ma mère, cette femme que je pensais s'effondrer après avoir affronté la terrible vérité sur le meilleur ami de son mari, me montra une fois de plus sa force extraordinaire. Elle ne se permit pas d'être faible. Le lendemain matin, elle convoqua une réunion du conseil d'administration. Elle se présenta devant tout le monde, non pas comme une victime, mais comme une leader. Elle révéla toute la vérité, admit les erreurs de gestion et annonça un plan de restructuration totale de l'entreprise. Bâtiment Durand a traversé une tempête, mais après la pluie, le sol se durcit, dit-elle d'une voix ferme et autoritaire. Moi, Catherine, je reprends le poste de présidente et, avec ma fille Isabelle, nous ferons revivre cette entreprise. Nous prouverons à tous que Bâtiment Durand n'a pas été construit sur des conspirations sales, mais sur de la sueur, des larmes et de l'honnêteté. Son discours redonna espoir à tout le monde. Sous sa direction et avec l'aide de maîtres chevaliers et des employés loyaux, Bâtiment Durand commença à surmonter la crise. Je me plongeai également dans le travail comme un moyen d'oublier la douleur. Je n'étais plus la jeune femme faible qui ne dépendait que de son mari. J'appris à lire les bilans, à négocier avec les partenaires, à gérer le personnel. Je grandis, une croissance que je payais avec des larmes et des cicatrices qui ne guériraient jamais. Le procès d'Alexandre, de M. Bernard et de Lucie se tint quelques mois plus tard. Je dus les affronter de nouveau au tribunal. Alexandre était émacié et pâle. Il ne restait rien de son ancienne apparence raffinée. Il n'osait pas me regarder dans les yeux. Il gardait la tête basse. M. Bernard maintenait encore son calme, mais dans son regard, il n'y avait plus d'autosatisfaction, seulement un vide. Et Lucie pleurait, demandait pardon, mais il était trop tard. Avec des preuves irréfutables, le tribunal rendit son verdict. M. Bernard fut condamné à la peine maximale, la réclusion à perpétuité, pour meurtre et détournement de biens. Alexandre fut condamné à une longue peine, comme complice de meurtre et de fraude. Lucie reçut également une condamnation adaptée à ses actes. Justice était faite, mais quand j'entendis le verdict du tribunal, mon cœur ne ressentit pas la moindre joie. Je ne ressentis qu'une tristesse infinie. Un amour, une amitié, tout s'était terminé d'une manière si tragique. Après le procès, je reçus une lettre d'Alexandre de la prison. Dans la lettre, il n'y avait ni excuse ni demande de pardon. Il confessait seulement que depuis le jour où il était entré dans ma famille, il s'était toujours senti inférieur. Il était jaloux de mon père, jaloux de tout ce que j'avais. Il voulait prouver qu'il était plus capable, qu'il le méritait davantage. L'avidité et l'envie l'avaient transformé en un démon. Nos vies, celles de ma mère et la mienne, revinrent lentement à la normale. Une nouvelle normalité sans Alexandre, sans sourire faux. La villa était plus vide, mais plus en paix. Après que l'entreprise se fut stabilisée, ma mère me délégua la majeure partie du travail. Elle passait plus de temps à s'occuper de son jardin de fleurs, à lire des livres et à faire des œuvres de charité. Un après-midi, ma mère et moi visitâmes la tombe de mon père. Elle se trouvait sur une colline tranquille, avec vue sur la magnifique Seine. Nous laissâmes un bouquet de chrysanthèmes blancs, ses fleurs préférées, sur la pierre tombale. « Papa, nous sommes venus » dit ma mère d'une voix brisée. « Papa, repose en paix. Les méchants ont été punis. Ton entreprise, ta fille, je les ai protégés. Je te le promets. » Je restai debout à côté de ma mère, brûlant un bâton d'encens en silence. La fumée blanche s'éleva, se mêlant à l'espace tranquille. « Papa, je suis désolée, murmurai-je. Pardonne-moi d'avoir été faible et aveugle une fois. Mais papa, la moi de maintenant est différente. Je vivrai bien. Je porterai tout sur mes épaules pour toi. Et je ne laisserai personne faire du mal à maman ni détruire ce que tu as laissé. » La brise de l'après-midi souffla doucement, emportant avec elle le parfum de l'herbe. Il me sembla entendre mon père sourire. « Oui,